Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bonsoir à tous et bienvenue à vous tous dans les vraies voix de l'été. On vous accompagne jusqu'à 19h. Vous avez reconnu, la voix a un peu changé, c'est normal. Judith Belair et Frédéric Brindel profitent eux aussi de leurs vacances et on les embrasse bien chaleureusement. Mais si eux profitent de leurs vacances, les vraies voix sont toujours là. On vous accompagne jusqu'à 19h pour faire le tour de l'actualité, poser les questions qui fâchent. Parfois il le faut aussi, revenir sur ce qui se passe, qui est parfois drôle et parfois inquiétant. Avec vous d'abord au 0826 300 300. On continue à vous donner la parole. On va d'ailleurs le faire avec Gilles aujourd'hui qui nous a appelé de Nice au 0826 300 300 et qui sera notre vraie voix du jour. Nous sommes également avec nos trois chroniqueurs de la journée. Philippe Bouriaki, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et co-porte-parole national de l'écologie au centre. Co-porte-parole, il y en a combien des co-porte-parole ? Je crois qu'on doit être 3 ou 4. 3 ou 4. Mais on aime bien le partage, nous. Exactement. Ne pas tout centraliser sur une personne. Eh bien, on va partager vos coups de gueule, vos humeurs aussi. Et ce qui vous intéresse justement aujourd'hui. On va en parler avec Corinne Tapiero également. Bonjour à vous, Corinne. Bonjour. Vous êtes conseillère d'arrondissement à Paris, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Que font les parents d'élèves pendant en général début août, à cette période des vacances ? Là, j'ai vu qu'ils commencent, pour certains ils partent et pour d'autres ils commencent les achats de rentrée. Exactement, ils se croisent et ils préparent les courses. C'est pas drôle de faire les achats de rentrée quand même. Un 7 août, dites-moi. Vous l'avez entendu aussi, c'est Jean-Luc Benamias qui est avec nous, mais en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous, Jean-Luc. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue sur Sud Radio, également membre de la Ligue des droits de l'homme. Ligue des droits de l'homme qui est très mobilisée en ce moment. Tiens, on reviendra d'ailleurs sur une actualité qui la concerne d'assez près. Ça s'est passé aujourd'hui du côté d'Angoulême. Vous nous en parlerez. Un arrêté anti-marginaux qui a été en partie retoqué par le tribunal administratif à la demande de votre Ligue. Mais avant ça, le programme de la journée, les débats. L'actualité ne s'arrête pas, les débats non plus. On va revenir sur la grande polémique du week-end, notamment sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir. C'est la reparution surprise au terme de 40 jours de grève du journal du dimanche. La nouvelle version, trop à droite pour certains, ou toujours pareil pour d'autres. Un bon journal pour d'autres qui se sont aussi réjouis, comme Éric Zemmour qui s'est pris en photo lui-même souriant en train de lire enfin son journal du dimanche. Question qu'on vous pose, est-ce que vous allez lire ce journal du dimanche ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est la question qu'on vous pose. Vous réagissez au 0826 300 300, vous votez sur Twitter. On va parler aussi de l'actualité internationale. Aujourd'hui, ce sera le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Est-ce que l'armée française doit partir du Niger alors que pour l'instant les putschistes ne semblent toujours pas prêts de partir eux-mêmes et qu'ils ne veulent plus de la présence de l'armée française? On posera la question à un ancien militaire. Soyez tous les bienvenus dans les vraies voix. Tout de suite, on accueille notre vraie voix du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et notre vraie voix du jour est niçoise, je crois, au 0826 300 300. Salut Gilles. Oui, bonjour. Mais vous allez nous accompagner au moins toute la première heure des vraies voix. On est ravis de vous retrouver en tout cas. Oui, j'aime bien Sud Radio. C'est vrai ? C'est une radio qui dénote dans cette police de la pensée. Mais écoutez, on essaie de ne pas faire la police en tout cas. Et on va continuer à dénoter. Ce qui compte d'ailleurs, c'est que tout le monde ait la parole, mais qu'on puisse en débattre même sereinement, quitte à s'engueuler, mais en tout cas chaleureusement, quoi qu'il en soit. On va revenir avec vous notamment, et je vais vous demander une réponse d'abord un peu plus succincte que d'habitude, sur notre premier débat qu'on abordera plus en longueur à 17h30. Le journal du dimanche, nouvelle version sous la direction de Geoffroy Lejeune, transfuge de Valeurs Actuelles, dont il a été viré parce que trop à droite pour son ancien journal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous allez le lire, vous ? Moi, je lis toutes sortes de journaux. Alors, moi, ça me pose pas de problème. Mais je crois que le problème, c'est que les journalistes du journal du dimanche sont à plus de 80% ou 90% de gauche. Ils supportent pas qu'un rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui est plutôt droite radicale, vienne et soit peut-être imposé par Bolloré. Pour vous, vous pensez que pour vous, Geoffroy Lejeune, c'est quelqu'un qui est plutôt de droite radicale ? À mon avis, il est plutôt de la droite. Et c'est ça qui pose problème. Et il supporte pas. Le même problème s'était posé à Canal+, il y a quelques années, quand il y avait eu une grève aussi. Il y avait eu un changement de... C'était la reprise de la chaîne iTélé qui s'appelle désormais CNews. D'ailleurs, beaucoup de signatures de CNews peuvent être lues dans le nouveau journal du dimanche, Pascal Praud notamment.
Oui, moi je pense qu'il faut laisser la liberté et que toutes les tendances doivent être acceptées. Et je ne comprends pas qu'on soit de gauche ou de droite, on puisse s'opposer dans un même journal. Et on va en reparler avec vous. On va en reparler avec vous de toute façon dans quelques minutes. On en parlera aussi avec quelqu'un qui a soutenu tout au long la grève des journalistes du JDD ancienne version qui a duré pendant 40 jours. Restez avec nous. Gilles, en tout cas, tiens, vous me disiez que vous lisiez toutes sortes de journaux. Vous lisez quoi d'habitude, vous ? Nice Matin, La Dépêche quand je vais dans le Sud-Ouest, Le Monde si je le trouve, mais je le trouve un peu trop intello. Le Fig si je le trouve dans le train. Vous lisez beaucoup de choses quand même, hein, ouais. Effectivement, tiens, on embrasse d'ailleurs nos amis de Nice Matin avec qui on travaille assez souvent sur Sud Radio. Mais restez à l'écoute, Gilles, on va jouer avec vous tout à l'heure, on va débattre, on va redébattre justement et vous êtes les bienvenus, on est ravis de vous retrouver. Je le disais, le programme aujourd'hui des Vraies Voix, c'est tout de suite avec les 3 mots dans l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio. Les 3 mots dans l'actu aujourd'hui, 3 mots qu'on a décidé de vous proposer, sur lesquels on va revenir. On va vous proposer d'en débattre avant d'aborder nos autres débats. Il y a d'abord le mot libération. C'est peut-être cette histoire absolument épouvantable que vous allez retrouver et qui est très terrifiante. C'est une Allemande qui affirme avoir été séquestrée en Moselle pendant plus de 12 ans et torturée par son mari. Elle vient d'être libérée par la police. C'est une affaire dont on va reparler. Le mot expulsion, en forme de libération aussi, c'est celle de l'avocat Juan Branco qui a été arrêté au Sénégal, vous l'avez vu, on en a parlé tout le week-end. Le Sénégal vient de l'expulser vers la France. Et puis le mot baignade, ça n'a pas été possible. C'était la baignade dans la Seine ce week-end. Des épreuves de natation en eau libre qui devaient préfigurer les prochains Jeux Olympiques. Pas de chance, la Seine était trop polluée. On en parle tout de suite dans les 3 mots dans l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et on va directement aborder cette histoire de baignade avec vous d'ailleurs, Corinne Tapiro, puisque vous êtes une élue parisienne. Est-ce que vous attendiez vous-même à vous baigner dans la Seine ? À titre personnel, non, parce que je ne comprends pas pour les Jeux Olympiques. Je pense que c'est peut-être un peu tôt. Et ce qui est surtout étonnant par rapport à cette annulation d'épreuves test, c'est que la mairie de Paris au préalable avait dit qu'il n'avait pas de plan B, ce qui est quand même assez dommage lorsqu'on prépare un événement sportif aussi important que les Jeux Olympiques. Il serait de bon ton d'avoir un plan B pour chaque chose. Et c'est les justifications qui ont été données qui sont absolument stupéfiantes. Alors, il nous a manqué quelques heures. C'est-à-dire s'il y avait eu le prélèvement 3 heures plus tard ou 3 heures plus tôt. On va redonner un petit peu de contexte sur l'histoire parce que c'est quand même assez évocateur. D'abord, on peut le rappeler, la baignade dans la Seine, c'est un vieux serpent de mer qui date de Jacques Chirac à l'hôtel de ville. Pourquoi on ne peut pas se baigner notamment dans la Seine ? Ça doit être pareil dans le Rhône et dans d'autres fleuves français. C'est parce que dès qu'il y a des orages, les égouts débordent, ils débordent et donc ils s'écoulent dans le fleuve. C'est ce qui s'est passé. Vous l'avez remarqué, on a un été pourri en partie. Voilà. Il a plu quelques heures avant. C'est pas le premier été pourri que nous connaissons à Paris quand même. Hein. Donc, on s'attend à avoir des épreuves de natation en eau libre sur la Seine dans un an pour les Jeux Olympiques à Paris. Vous y croyez pas un seul instant ? Moi, je ne crois pas trop. Je pense que déjà, les organisateurs des Jeux Olympiques des différents pays ne prendront peut-être pas le risque de faire baigner leurs nageurs dans la Seine. Les Boyaki ? Il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est des pluies rapides, soudaines, brusques, après plusieurs mois quasiment de sécheresse, j'ai envie de dire, à Paris. Ce qui est le plus surprenant, et là, moi, je me retourne vers mes anciens copains écolos de la mairie de Paris, c'est comment se fait-il que depuis 2012, la loi nous oblige à récupérer les eaux pluviales dans nos jardins, dans nos terres, dans des récipients, et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas utilisé mon programme des municipales, c'est de la récupération des eaux de pluie pour arroser les jardins, pour arroser les parties communes. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus présent à Paris, les jardins. Non, mais par contre, justement, l'imperméabilisation des sols pose problème. Il faudrait les désimperméabiliser. Et il existe aujourd'hui des bitumes qui permettent de pouvoir absorber l'eau et aller directement dans la terre plutôt que dans... Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que vous avez dans les égouts des eaux usées, ce qu'on appelle les eaux vannes, et des eaux de pluie. Donc c'est pour ça que les collecteurs ont été complètement submergés. Et quand ils sont submergés, ça dégueule directement dans la Seine. Alors on nous dit que l'année prochaine, il y aura 46 000 mètres cubes prévus dans le 13e pour pouvoir collecter ça. Mais ça pose un vrai problème écologique. Un vrai problème de santé publique. Et si on parle de problème écologique, on en parle aussi avec monsieur Benamias. Jean-Luc Benamias, vous vous baigneriez dans la Seine ? Qui est un petit peu écolo, qui est toujours écolo. Faut quand même pas
abusé. La Seine ne démarre pas sur Paris. S'il pleut, il a plu en amont de la Seine. Donc ça concerne absolument toutes les communes de Seine-et-Marne et des autres départements plus lointains. Tout le monde est responsable. Le risque que prenait, non pas Madame Anne Hidalgo, c'est pas elle qui s'occupe des jeux en direct, c'est l'État et c'est l'organisation du CIO au niveau français. C'est un risque. Je pense que tout le monde était au courant. Bon, malchance, il a effectivement fait un très mauvais temps dans le nord de la France. Parce que dans le sud, il fait relativement beau depuis assez longtemps. Hein. Heureusement pour nous. Donc voilà, espérons que dans un an, il n'y ait pas les mêmes quantités d'eau qui tombent sur Paris et qui permettent de faire que la nage en eau libre existe. Alors, espérons. Il y a des plans de secours. Et c'est pas ce qu'a dit en tout cas. C'est pas ce qu'a dit en tout cas l'adjoint. C'est pas ce qu'a dit en tout cas l'adjoint au sport à la mairie de Paris, qui a dit que pour l'instant il n'y avait pas de plan B, c'est-à-dire que les JO et les épreuves de natation en eau libre dans la Seine se dérouleraient dans la Seine, quoi qu'il arrive, quitte à adapter un petit peu la date. Okay. Bon, on leur souhaite bonne chance. En tout cas, on verra bien. Et bonne chance surtout à ceux qui vont s'y essayer. Je pense qu'il existe des plans B, notamment à Vers-sur-Marne, où se passeront toutes les compétitions de canoë. Mais je n'invente rien. Je le dis comme ça. Bien évidemment qu'il existe des plans B, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, le maire adjoint au sport, très bien. Et je le redis, espérons que la Seine soit suffisamment en état, parce que c'est pas mal comme idée, hein, l'idée centrale de faire de la Seine le centre, une partie du centre des Jeux Olympiques. Je trouve ça extrêmement bien pour Paris et pour les Jeux Olympiques. Eh bien, il n'y a plus qu'à boire la tasse. On verra ce que ça donnera. Allez, restez avec nous, Philippe Bouriaki, Corinne Tapiro et Jean-Luc Benamias. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler d'environnement et d'urbanisme. C'est un classement qui a fait un peu polémique ce week-end. Corinne Tapiro, vous en parlez. La maire de la ville de Paris, donc, a été classée 4e urbaniste la plus influente du monde, même à l'égal du barreau Haussmann pour certains de ses suiveurs. Wow. On y revient dans un instant avec vous tous sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été jusqu'à 19h avec Philippe Bouriaki, Corinne Tapiro, Jean-Luc Benamias et vous tous au 0826 300 300. Dans quelques minutes, notre premier grand débat. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau journal du dimanche? Est-ce que vous allez l'acheter et le lire, oui ou non? Mais tiens, appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous avez pensé de la première reparution, que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs, et pour nous donner votre avis tout simplement sur le pluralisme de la presse. C'est de ça qu'on va parler dans quelques minutes. Mais avant ça, le tour de table de l'actualité de nos vraies voix. On va commencer avec Corinne Tapiro. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non! Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Un marron ou alors l'eau de la Seine, de temps en temps. Quoi qu'il en soit, on n'est pas si loin. Direction la capitale. On y reste avec vous, Corinne Tapiro, dont vous êtes conseillère d'arrondissement. C'est un classement qui a été célébré par l'équipe municipale de la capitale, qui fait de la maire de Paris, Anne Hidalgo, la 4e urbaniste la plus influente du monde. Je lis l'intitulé de ce classement. Bon, peu de suspense, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce classement, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ce qui me sidère un petit peu, c'est la façon dont on prend en compte des classements dont on ne connaît rien, c'est-à-dire ni les éléments qui ont été portés à la connaissance du public pour faire ce classement, ni le nombre de participants, ni d'où ils viennent. Parce que lorsqu'on regarde par exemple le site Planétizen qui a mis très en avant cette enquête, puisque ce sont leurs lecteurs qui ont classé, donc c'est du volontariat. On peut, vous pouvez aller sur le site et voter peut-être une dizaine ou une vingtaine de fois. Eh bien, ils ont plus de 74 000 abonnés à leur compte. Et plus de 80% ne sont pas en France. Donc ils sont essentiellement aux États-Unis, en Allemagne, un petit peu partout. Ils sont passés par la capitale pour comparer avec d'autres métropoles. Non, c'est pas cela dit que lorsqu'on passe par la capitale 3 heures pour comparer avec un autre pays ou une autre ville, c'est un petit peu compliqué. Ce que j'ai trouvé extrêmement surprenant, c'est la 4e place, juste avant Carlos Moreno, qui est quand même un urbaniste proche de la mairie de Paris. Proche de la mairie de Paris, d'ailleurs, puisque Anne Hidalgo s'est inspirée, enfin l'équipe municipale, de son concept de la ville du quart d'heure. Je trouve ça extrêmement étonnant. Alors, ce qu'il y a de formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la politique et l'alpha et l'oméga de la réalité. Or, la réalité est bien différente. Je vais juste donner des petits chiffres qui font toujours un petit peu mal.
quand on regarde les résultats au présidentiel, quelque temps après les élections municipales à Paris, Anne Hidalgo, candidate pour le Parti socialiste, a fait dans sa ville 2,14% des voix. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un réel engouement pour cette politique qu'elle voulait mener en France. Donc il y a une contestation. On a eu des élections municipales qui se sont tenues dans les conditions que nous connaissons tous, après le Covid, avec un mois de décalage, etc. Comme ça valait pour toutes les équipes municipales. Oui, mais avec un taux de participation à Paris de 32%. Donc je pense que ça appelle à un peu d'humilité et un peu de sobriété dans les projets qu'on entreprend pour les Parisiens, parce que ce ne sont pas les Parisiens dans leur intégralité qui seront exprimés. Allez, on va être un peu vicieux sur Sud Radio. On va proposer à un Marseillais d'essayer de défendre la première des Parisiennes. Jean-Luc Benamias. Dans la première partie de la façon dont Corinne a défendu sa prise de parole, je suis entièrement d'accord avec elle. Ce genre de sondage, non strictement, c'est même pas un sondage, non strictement aucun sens. Bon, après... C'est un classement d'ailleurs. Oui, mais c'est un classement sur... elle a très bien exprimé les choses en disant 72 000 personnes sur un électorat aussi faible. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors ça occupe évidemment une partie de l'été, c'est très bien, mais il n'y a pas de quoi se glorifier, parce qu'en plus, les termes des questions posées sur le fait architectural, enfin, je vois pas très bien comment ils ont pu répondre à ça. On peut aller un peu plus loin d'ailleurs, Jean-Luc, parce que ce que reconnaît notamment ce classement, et ce pourquoi d'ailleurs manifestement il félicite cette équipe municipale, c'est qu'elle a, je cite le terme, déprivilégié l'automobile dans la ville. En d'autres termes, elle a banni les voitures d'une bonne partie des axes et des places de parking. Est-ce que ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'équipe municipale, c'est une bonne chose, Jean-Luc ? Pour moi, c'est une excellente chose. Et sur toutes les villes du monde, l'ensemble des villes du monde et quasiment toutes les villes françaises ont compris à un moment donné que le centre-ville urbain, quelles que soient les villes dans le monde et en France, doit être réservé plutôt au transport collectif, aux circulations douces, quelles qu'elles soient, et au transport collectif. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien de nouveau. Même chez vous à Marseille ? C'est normal que Paris... si vous allez à Londres, puisqu'on parle aussi Jeux Olympiques, à Londres, le centre de Londres est quasiment totalement interdit aux voitures. Donc voilà, donc Paris a suivi la règle. Même Marseille est en train, au fur et à mesure, de suivre la règle. Ça me paraît extrêmement normal. La question posée à chaque fois par rapport à la circulation et la question des périphériques, des banlieues diverses périphériques, qui font qu'on doit réfléchir à ça régulièrement pour permettre à ces périphériques, à ces personnes qui vivent dans différents sites extérieurs au centre-ville, et qui viennent y travailler, accéder au centre-ville. Voilà. Et comment on fait alors dans ce cas-là, si on habite trop loin et qu'on n'a pas forcément une gare ? Eh ben, on augmente les transports en commun, ce qui commence à être fait là aussi avec un peu de retard dans un certain nombre de villes, notamment à Marseille. Est-ce que le conseiller régional de la région capitale est d'accord, Philippe Bouriaki ? Entièrement d'accord. Mais évidemment, il faudrait bannir totalement la voiture dans un monde idéal. Il faudrait bannir les transports, mais de manière générale. Mais non, mais soyons réalistes 2 secondes. Malgré ma fibre écologique, il y a des gens qui travaillent dans des secteurs où ils n'ont pas d'autre alternative. Vous n'avez pas des transports 24 heures sur 24 sécurisés. Moi, je vous invite, j'ai été machiniste-receveur à la RATP et j'ai conduit ce qu'on appelle le noctilien. Je vous invite à le prendre. Je vous invite à le prendre, surtout si vous êtes une femme. Vous allez voir, là, il faut mettre le GIGN dans chaque bus. C'est pas possible. Donc, mais c'est vrai, mettez des transports en commun fiables, mettez des transports en commun sécurisés, qui ne soient pas tous centralisés sur Paris, parce que quand vous devez faire banlieue à banlieue, vous n'avez pas le choix que de passer par Paris pour aller à une autre banlieue. Et fiable et sécurisé, c'est comment alors du coup ? Vous avez dit mettre le GIGN, et c'est le GIGN. On va pas mettre le GIGN dans chaque bus. Donc malheureusement non, mais il faudrait que les gens soient déjà premièrement un petit peu plus citoyens. Lorsqu'on voit une altercation ou lorsqu'on voit une jeune fille se faire embêter, avoir le courage d'y aller. Tout le monde n'a pas votre carrure physique, Philippe Bouriaki, si je peux me permettre. Si vous intervenez, il y a de grandes chances que l'altercation s'arrête vite. D'autres Bien sûr, moi je suis instructeur de self-défense. J'ai des élèves j'ai des élèves filles qui pèsent à peine 50 kilos, ils font 1m50 et qui vous mettraient par terre, et y compris moi, en développant les bonnes techniques. Mais le vrai souci, c'est pas ça, c'est l'individualisation de la société. Il faut développer le covoiturage et il faut arrêter, je dis bien arrêter, ce matraquage fiscal
pour celles et ceux qui ne peuvent pas. Parce que, ok, Londres, vous pouvez quasiment pas y accéder. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez y accéder. Là, je viens de stationner à côté. J'ai pour 2h30 de parking, 12 € et des brouettes. J'ai les moyens. Mais celui qui n'a pas les moyens, comment il fait? C'est encore les pauvres qu'on finit par matraquer et massacrer. On finira par en reparler d'ailleurs, parce que c'était aussi votre tour de table de l'actualité. J'aimerais d'abord qu'on pose la question à Gilles, qui est notre vraie voix du jour, et qui est niçois. Gilles, vous êtes toujours avec nous, 0826 300 300 ou pas? Oui, je suis là. On peut circuler dans Nice et se garer facilement ou pas? C'est difficile. Souvent, les voitures sont en double ou triple position. En triple file? Et ça, c'est un problème d'incivilité ou c'est un problème de manque de place? C'est à la fois les deux. Je crois que manque de place, ils ont beau construire des parkings souterrains, et en même temps, comme on n'est pas loin de l'Italie, il y a une influence un peu italienne, on dépose sa voiture n'importe où. Oui, effectivement. Bon, parfois, on prend quelques libertés avec le code de la route. Vous avez entendu 2 de nos 3 vraies voix qui disent qu'il faut plutôt à terme limiter au minimum la présence de la voiture dans le centre-ville. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Je trouve, moi je suis piéton, j'ai pas de voiture, je trouve que le cœur des villes devrait être pour les piétons et apparemment les vélos, mais les vélos sont dangereux aussi, ils viennent brutalement, ils peuvent percuter avec les trottinettes, c'est assez dangereux. Mais je pense quand même il faut réinvestir les villes avec les piétons. Effectivement, on va en reparler. Un mot pour Corinne Tapireau. Oui, moi je veux bien qu'on dépriorise la voiture, puisque c'est ce que ce Alors, sondage... déprivilégier, c'est un néologisme. Moi j'ai lu déprioriser. Alors moi j'ai lu déprivilégier. C'est une traduction. C'est une traduction. Non mais on est quand même, on parle du Grand Paris. Est-ce qu'on réfléchit un peu dans l'optique Grand Paris quand on en est là? Et je crois pas. Je crois que on vient de parler du Grand Nice aussi. Voilà, mais je crois que là on est en train de devenir le petit village refermé sur lui de Paris, les petits Gaulois résistants. Enfin c'est un peu dommage quoi. Quand même. Mais écoutez, on en reparlera de tout ça et on parlera toujours aussi d'automobile. L'existence potentielle qui va venir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pardon, pas dans les semaines qui viennent, du grand RER qui fera le tour de la banlieue parisienne et de l'ensemble de l'Île-de-France, va permettre tardivement, c'est vrai, on a pris du retard, mais quand même, ça évitera évidemment que tout passe par le centre de Paris, notamment par le transport collectif. Un exemple de transport collectif qui marche pas mal, c'est à Amsterdam, où dans les mêmes bus, il y a un conducteur et un salarié à l'arrière, qui permet, alors ça ne changera pas tout par rapport à différentes violences qui peuvent exister, mais quand même qu'il y ait 2 personnes et pas uniquement le conducteur, ça peut aider. C'est parfois le cas, notamment dans les bus de nuit un peu partout en France, parce qu'il le faut. Rassurez-moi, vous êtes Marseillais, vous ne vous garez pas en triple file, vous Jean-Luc? Non, à Marseille, je roule soit en vélo, soit en scooter. Non, c'est bien, et comme quoi vous voyez que c'est possible aussi. Allez, restez avec nous. On va parler de liberté de la presse dans un instant et de pluralisme éditorial. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau journal du dimanche, décrié par les journalistes grévistes, ceux qui sont en train de quitter le JDD par dizaines, et applaudi par une partie du spectre politique, notamment à droite et à la droite de la droite? On va en parler avec vous tous au 0826 300 300. Tiens, si vous l'avez lu, appelez-nous au 0826 300 300. Venez nous dire ce que vous en avez pensé. À tout de suite sur Sud Radio. Avec Corinne Tapireau, avec Philippe Bouriaki et avec Jean-Luc Benamias. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le tour de l'actualité, c'est aussi la presse avec le retour de ce journal, le journal du dimanche, mais dans sa nouvelle version avec son nouveau directeur et sa nouvelle rédaction, bien que réduite à la portion congrue à la suite de 40 jours de grève. On va parler du nouveau journal du dimanche. Est-ce que vous allez le lire? Votez sur Twitter, commentez sur les réseaux sociaux et puis appelez-nous au 0826 300 300. On accueille tout de suite notre premier invité. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Plus d'un mois de grève et 5 week-ends sans journal du dimanche. La rédaction de l'hebdomadaire se mobilise contre l'arrivée d'un journaliste d'extrême droite à la direction. Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur du journal du dimanche, a pris ses fonctions dans une rédaction désertée. La suite, ce sont des négociations qui vont s'ouvrir entre les journalistes de la rédaction et la direction du journal du dimanche pour négocier de meilleures conditions de départ. Le journal du dimanche ne peut que devenir un journal d'opinion et pas n'importe quelle opinion. Reste à savoir maintenant avec qui Geoffroy Lejeune, qui est un soutien d'Éric Zemmour et ancien patron de Valeurs Actuelles, compte faire tourner son journal. C'est le débat du jour, le nouveau journal du dimanche. On en parle avec notre invité Dominique Pradalier. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous présidez la Fédération internationale des journalistes. Combien de centaines de milliers de journalistes ?
Environ 600 000 dans 150 pays. Oui, c'est plutôt pas mal, c'est un bon début, Dominique Pradalier. De votre côté, vous avez soutenu la grève de 40 jours des journalistes du Journal du Dimanche, ancienne version. Pourquoi ? Eh bien, parce que les journalistes devraient et doivent avoir le droit en France de pouvoir travailler professionnellement en toute indépendance, suivant la ligne éditoriale du journal qu'ils ont choisi de rejoindre. Pourquoi ils n'auraient pas pu le faire avec le nouveau directeur ? Parce que cette ligne éditoriale ne leur convient pas. Ils l'ont dit haut et fort pendant 41 jours de grève et la profession les soutient bien sûr en France. Et effectivement, c'est un changement de ligne éditoriale. Quand vous avez découvert les premières pages de ce nouveau Journal du Dimanche qui est sorti un peu par surprise parce qu'on ne s'y attendait pas au terme de cette grève, ce dimanche-ci, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, écoutez, j'ai eu tout de suite plusieurs coups de téléphone et textos de mes confrères et consoeurs me disant « Mais la photo, c'est un fake news, c'est pas la bonne photo. La page 3, c'est pareil, c'est pas la bonne photo. Ils ont pris n'importe quelle photo pour illustrer n'importe quoi, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient illustrer ce jour-là. » Alors, je vais revenir avec un petit peu de contexte sur la photo de Une. La Une, c'était une lettre ouverte des familles de victimes de faits divers, en d'autres termes, en tout cas de drames, d'agressions, de meurtres. Une lettre ouverte au président de la République. Nous ne sommes pas des faits divers, c'était le titre de la Une, et il y avait une photo avec le début d'une marche blanche pour Enzo. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, on parle de la mort de ce jeune Enzo qui a été poignardé dans un village de l'Eure. La photo de la marche blanche, elle, qui était publiée en une du Journal du Dimanche, c'était pour un autre Enzo, un malheureux qui lui-même a été victime d'un chauffard. On a accusé le Journal du Dimanche de s'être trompé de marche blanche et en d'autres termes, et c'est terrible, de s'être trompé d'Enzo. Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, s'en est défendu en disant que c'était pas du tout un choix, bien qu'il n'est pas vraiment convaincu, en tout cas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette une de votre côté, Dominique Pradalier ? C'est dommage que pour commencer, on montre une fake photo. Et puis surtout, après qu'on dise pas, oui, on s'est trompé, ça peut arriver. Qu'on dise, non, c'est symbolique. Non, l'information n'est pas symbolique. L'information doit être précise, claire, nette, fiable. Alors juste avant de donner la parole à nos autres vraies voix, parce que j'aimerais aussi qu'on avance un petit peu sur la suite de ce conflit social historique dans la presse écrite. Il se trouve que finalement les journalistes grévistes ont trouvé un accord avec la direction. Alors cet accord, malheureusement pour eux, fait qu'ils vont partir dans certaines conditions qu'ils ont pu négocier, plus ou moins difficiles. Maintenant que c'est fait, quelle est la suite pour vous, Dominique Pradalier ? Écoutez, la suite devrait être qu'on ait enfin une loi qui permette aux rédactions d'avoir une existence juridique, légale, puisqu'elles sont l'âme du média, que ce soit en print, en radio, en télé, etc. Elles sont l'âme. C'est elles qui font vivre le journal, c'est elles qui en sont la conscience, et elles devraient avoir une possibilité d'exister. Si cette loi que nous appelons de nos voeux depuis longtemps avait existé, eh bien, d'une part, Monsieur Lejeune aurait pu être conservé par sa rédaction d'origine. La rédaction aurait pu voter qu'elle voulait le garder. Celle de Valeurs Actuelles, on le rappelle, il en a été renvoyé alors qu'il était soutenu par son ancienne rédaction, c'est vrai ? Absolument. Si cette loi avait existé, son ancienne rédaction aurait pu le garder déjà. Et deuxièmement, les journalistes qui ont rejoint le Journal du Dimanche à différentes époques de leur vie professionnelle ont une autre idée de la ligne éditoriale qui existait avant, et ils ont raison d'avoir cette idée, et donc ils ne veulent pas travailler. Alors qu'est-ce qu'un accord qui consiste à vider une rédaction de ses journalistes ? C'est pas un accord, même s'il peut être respectable de penser que les journalistes ne vivent pas simplement d'eau fraîche et d'amour, mais doivent nourrir leur famille. Comme tout un chacun. C'est pas un vrai accord. Le vrai accord serait de dire vous allez respecter notre charte d'éthique qui est très claire. Il y en a une en France et 3 sont reconnues. La charte des journalistes de 1918, 38, 71, la charte européenne et la charte mondiale, toutes 3 reconnues même devant les tribunaux. Et si la direction nouvelle s'engage sur cette charte, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Maintenant, la clause de conscience, c'est une très belle chose qui existe. Un journaliste peut partir en disant « ma conscience m'interdit ». Une rédaction
peut partir en disant ma conscience m'interdit. Mais les lecteurs ne vont pas s'y retrouver davantage. Et la rédaction nouvelle, elle va faire quoi, comment et selon quel principe d'éthique? On n'en sait rien du tout. On y verra justement. On va continuer à en parler avec vous. En fait, cette bolorisation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de toutes les rédactions. De toutes les rédactions en France. Pourquoi? Parce qu'une très grande majorité d'entre elles voudraient pouvoir faire un travail professionnel en toute indépendance. On va en reparler. On va continuer à en débattre avec vous, Dominique Pradali, avec nos 3 vraies voix, avec Jean-Pierre aussi, tiens, qui nous appelle au 0826 300 300, cette fois-ci depuis Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Salut Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Il fait beau d'abord? Il fait un vent infini depuis à peu près une dizaine de jours. L'eau est à 16 degrés, mais il fait beau. Oui, 16 degrés, c'est presque une température bretonne. C'est pas très marseillais pour un mois d'août. Oui, 16 degrés l'eau. Après, l'extérieur, il fait entre 25 et 30 quand même. Mais ça va, ça reste. Marseille sera toujours Marseille. Jean-Pierre, si vous nous avez appelé au 0826 300 300, c'est pour débattre sur le nouveau journal du dimanche. Est-ce que la nouvelle version, vous allez la lire ou pas? Je vais l'acheter. Je l'ai acheté et elle m'a beaucoup plu. Je n'achetais plus ce journal depuis que sporadiquement depuis quelques années, parce que je trouvais qu'il était devenu tout simplement un journal, le journal du gouvernement, presque la Pravda. Et je suis absolument ravi de retrouver une presse libre, des articles intéressants, bien rédigés, qui parlent de tous les sujets, qui ne masquent aucun sujet, qui n'a pas de tabou. Et enfin, qui parle de l'insécurité en d'autres termes, et en tout cas des drames. Qui parle de tout. J'ai lu aussi la critique du film Barbie, du film Oppenheimer, j'ai lu des articles qui étaient plutôt orientés centre-gauche, j'ai lu la réaction de Madame Méadel, qui était dans le gouvernement de François Hollande. Le pluralisme et la pluralité, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et entendre cette profession qui est manifestement vraiment à gauche, geindre du fait qu'un journal se recentre, moi ça me fait plaisir, vous pouvez pas imaginer. Alors cela étant dit, vous disiez à l'instant, mon cher Jean-Pierre, que pour vous le journal du dimanche, ancienne version, était trop proche du gouvernement. Il n'est pas spécialement à gauche, le gouvernement. Il était complètement macroniste, mais je vous signale que Macron c'est en même temps, donc c'est à la fois à droite et à gauche, mais il y a des journaux qui sont plus en même temps à droite, et certains autres qui sont plus en même temps à gauche. Et je trouve que le JDD était un peu en même temps à gauche. Mais écoutez, en tout cas, merci pour votre témoignage, Jean-Pierre, au 0826 300 300. Oui. C'est un pur bonheur que d'entendre que des journalistes se plaignent, partent, parce qu'ils sont libres de partir, ils sont libres d'aller ailleurs, ils sont libres de chercher un autre employeur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ceci dit. Mais c'est très bien qu'ils trouvent, qu'ils cherchent ailleurs. Ça s'appelle la loi du marché, puisque c'est une presse privée, même si elle est aidée par l'État. Et puis, j'aimerais que ce soit la même chose un peu chez France Inter, et qu'on entende d'autres sons de cloche que ce gauchisme abrutissant qu'on entend à longueur d'année. Parce que je le paye avec mes impôts, le gauchisme, et ça me plaît pas. Bon, vous en aviez gros sur la patate, on a compris en tout cas, mon cher Jean-Pierre. Profitez bien de Marseille quand même, en tout cas, et de cet été qui finira bien par arriver. Peut-être un mot de Dominique Pradalier pour réagir à ce que disait Jean-Pierre à l'instant, parce qu'il n'est pas le seul à réagir de la sorte. Mais je suis très contente que Jean-Pierre trouve sa vie dans ce journal, pourquoi pas, etc. C'est pas ça le problème qui nous est posé aujourd'hui. Le pluralisme, effectivement, consiste à avoir tous les courants de politique, etc., tant que ça reste dans le cadre de la loi. Donc, ça ne nous pose aucun problème. Encore une fois, je suis très heureuse. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement de ligne éditoriale. Alors, à l'évidence, Jean-Pierre et la profession n'ont pas la même approche de l'indépendance journalistique. Bon, c'est pas grave. Nous, ce combat de 41 jours qu'on a soutenu, qui est quand même historique, est un combat pour les lecteurs. C'est pas un combat pour les journalistes. C'est le droit d'informer en toute indépendance. Pour une rédaction, en tout cas. La réaction de Corinne Tapiro qui est avec nous. Alors écoutez, moi j'ai lu quelques pages de ce journal, bien sûr, parce que c'était un événement, cette sortie à laquelle on ne s'attendait pas. J'ai personnellement regretté qu'il démarre sur ce sujet de cette manière-là. Sur le sujet des familles des victimes, parce que ce sont des familles qui ont
à mon sens, le droit à une présentation de leur souffrance qui ne soit pas entachée par cette petite erreur, cette erreur de photo. Vous parlez de l'histoire de la photo de une. D'un autre côté, on a eu effectivement une grève de 41 jours parce qu'on n'allait pas être d'accord avec la ligne éditoriale, mais moi j'ai toujours beaucoup de mal avec les gens qui rejettent quelque chose avant même que de n'avoir essayé, de se dire pourquoi cette ligne elle n'aurait pas pu évoluer en fonction de la personnalité de certaines plumes, parce que moi je n'ai jamais vu un journaliste dont on tenait la main pour qu'il écrive un article, donc je vois assez difficilement comment, parce que la ligne éditoriale serait en mouvement, il ne pourrait pas continuer à écrire avec la même liberté, en tout cas peut-être pas toujours les mêmes articles. Et ça me fait penser à un sujet qui me tient à cœur, c'est sur l'éducation. On a lors de la semaine de la presse toute une éducation à la culture média. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une doxa française qui veut, d'une certaine manière, considérer ce qui est bon à lire pour les lecteurs. Le lecteur, il choisit. Mais il doit choisir en toute connaissance de cause, savoir à qui il a affaire. Bien évidemment que s'il lit une signature, je ne sais pas laquelle, je ne vais pas citer des noms pour ne pas être taxé de désigner, bon, par exemple, Pascal Praud, qui est un fervent défenseur d'une droite plus affirmée. On rappelle qu'il est aussi journaliste sur CNews et que CNews fait partie du groupe Canal+. Voilà, ils savent qui il est, quoi. Je veux dire, moi quand je lis des signatures, que ce soit dans Le Monde, dans Charlie Hebdo, dans Le Canard enchaîné, je sais quelle est la plume, c'est parce que c'est le style qui m'intéresse, parce que c'est la façon de relater l'information. Après, la déontologie journalistique, elle se situe, elle devrait exister dans tous les journaux. Et le pluralisme paraît essentiel en France. La parole à Jean-Luc Benamias. Il faut appeler un chat un chat. Ce qui s'est passé avec l'arrivée de Monsieur Lejeune au Journal du Dimanche fait que le Journal du Dimanche, qui était un canard effectivement relativement proche, si c'est très proche de la majorité, de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, ok. La rédaction était extrêmement diversifiée. Je salue là les 40 jours de grève d'une rédaction d'accord à 95%. Quand on connaissait un peu la rédaction du Journal du Dimanche, toutes les expressions étaient possibles, même des expressions très à droite. Aujourd'hui, le Journal du Dimanche devient un journal d'extrême droite. Ça existe en France, l'extrême droite, mais ça devient un journal d'extrême droite. D'ailleurs, c'est extrêmement clair quand... une des premières photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est Éric Zemmour qui s'en félicite. Éric Zemmour existe, très bien, il a une place dans la vie politique française. Mais il faut appeler un chat un chat. Nous avons maintenant un nouveau journal hebdomadaire qui sort le dimanche, mais qui est aussi sur les réseaux sociaux tout le reste de la semaine, qui est géré par une personne d'extrême droite. Très bien, c'est la liberté de la presse. Sauf que la liberté de la presse, par rapport à qui gouverne les différents médias, aujourd'hui, chacun le sait, et ça n'est pas le cas de Sud Radio, Monsieur Bolloré dirige une grande partie aujourd'hui de la presse française. Ça n'est pas le seul. Mais très bien dans le cadre de la liberté d'expression. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut faire extrêmement attention. Car avoir une presse qui était très ouverte, et le Journal du Dimanche, je le redis, il y avait dans la rédaction des gens d'expression extrêmement diversifiés. Eh bien là, vous ne l'aurez plus. Alors, ceux qui ont envie de lire une presse d'extrême droite, ils ont le droit de la lire. Mais il faut appeler un chat un chat. Nous avons un nouveau journal d'extrême droite en France. Et que personne ne s'y trompe, c'était déjà le cas de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles existait très bien, mais clairement, nous avions là un mensuel, un hebdomadaire, d'extrême droite. Voilà, c'est la réalité. Elle peut. On a le droit de dire tout ça. Mais la réalité est celle-là. Donc, je le redis, moi je pense que c'était quand même... C'est courageux et à la fois, il y a des grèves plus difficiles encore que celle-là, des grèves dans le mouvement ouvrier, des grèves dans les entreprises privées, on en a vu ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais c'était courageux quand même, parce que bien sûr qu'ils vont retrouver du travail, l'ensemble de la rédaction, parce que c'est des bons et des bonnes journalistes. Mais c'est quand même courageux pendant 40 jours. C'est pas si courant que ça. On avait vu ça à ITD, ça avait duré moins de temps, mais c'est pas... Voilà, je trouve que la profession journalistique, d'ailleurs, dans son ensemble, a soutenu la grève des journalistes, mais pas uniquement, parce que je pense qu'à un moment donné, l'extension du pouvoir de M. Bolloré par rapport à la presse française n'est pas une bonne chose pour la diversité des rédactions et de la presse en France. Philippe Bouriaki. Ouais, je vais vous surprendre, moi je suis un grand démocrate.
Et en démocratie, toutes les opinions doivent s'exprimer. Toutes. Et moi, je me battrai pour que l'extrême droite, pour que l'extrême gauche puisse exprimer son opinion. Parce que pour moi, le juge de paix, c'est le consommateur lecteur. Si un canard vous plaît pas, moi je suis l'esprit Charlie. Je n'ai jamais acheté Charlie, je n'achèterai jamais Charlie Hebdo. Parce que ça ne fait pas rire, mais absolument pas rire du tout. Quand on se moque du prophète Mahomet, qu'on se moque de Jésus, qu'on se moque de Moïse ou du pape, ça me heurte, ça me touche et ça touche les gens autour de moi. Donc moi, c'est une presse, par exemple, que je n'achèterai pas. Mais par contre, je me battrai pour que Charlie Hebdo puisse se moquer des uns et des autres. Ce que je veux dire par là, moi, la seule chose qui me dérange, c'est la concentration des médias par 9 milliardaires qui ont dans leurs écarcelles et dans leurs valises quasiment 80 à 90% de la presse et des médias. Là, on peut se poser une question, mais c'est un vrai débat qu'il faut qu'on ait tous ensemble. Et pour vous, en tout cas, c'est pas un problème éditorial, en tout cas d'orientation idéologique de la ligne éditoriale de tel ou tel journal. Peut-être, mais dans ces cas-là, moi, j'invite les journalistes. Vous savez, moi, à chaque fois que j'étais mécontent de mon employeur, je suis parti. Et c'est ce qui vient de se passer au journal du dimanche. Je félicite celles et ceux qui partent courageusement, parce que ça ne doit pas être facile. Moi, je ne pense pas que ça doit être facile de trouver, en tant que journaliste, du boulot un petit peu partout. On va en parler dans un instant avec Dominique Pradalier. On sait que ça se réduit, mais après, on peut faire aussi de l'acte de résistance de l'intérieur. Et justement, si Geoffroy Lejeune est bien un militant et un fervent défenseur de l'extrême droite et qu'il impose sa vision, à ce moment-là, les choses doivent être dénoncées. Mais il faut se battre de l'intérieur, il faut se battre pour ses idées, il faut se battre pour leurs valeurs. Je pense que les journalistes sont protégés par une charte et donc, par conséquent, on ne peut pas leur imposer, et comme tu le disais tout à l'heure, les obliger à écrire des articles dont ils n'ont pas envie d'écrire. Par contre, ça choque personne que Libé vante sa presse d'ultra-gauche et d'extrême-gauche. Ça ne choque personne. Jamais. Donc moi, à un moment donné, les bons penseurs, ça me pose un problème. Je suis un démocrate. En démocratie, on se bat pour que toutes les opinions puissent être exprimées. Et si on considère qu'il y a quelque chose d'extrême droite, on y va et on les combat. Et on va sur les plateaux. Et quand on dénonce le JDD ou CNews, que sont des propos d'extrême droite, et que je vois mes ex-amis d'Europe Écologie Les Verts qui disent « Nous, on va déserter le plateau », ils se désertent parce qu'ils sont incompétents. Parce que quand vous allez là-bas, effectivement, c'est pas un club de vacances. C'est pas le Club Med. Vous avez intérêt d'être préparé parce qu'en face, vous avez des pitbulls qui vont vous mettre en charpie. Sauf qu'ils sont incompétents et donc c'est plus facile de dire on n'y va pas parce que nous, on résiste de l'extérieur. Non, on fait pas la politique de la chaise vide. S'il y a les gens d'extrême droite, soyez en face. Combattez. Non pas Sadan et on débat avec des arguments point par point. Sauf quand vous êtes incompétent, vous fuyez. Voilà Dominique Pradalier. Eh bien, je viens d'entendre ce que dit notre interlocuteur précédent. Premièrement, c'est courageux aux journalistes de partir parce que c'est pas sûr du tout qu'ils retrouvent du travail, pas sûr du tout. La commission de la carte qui tient des comptes très nets a vu ces dernières années plus de 10% de baisse des cartes attribuées aux journalistes. Et c'est sans compter celles et ceux qui sont au chômage ou dans des situations de précarité que l'on voit monter, comme dans tous les autres secteurs d'ailleurs de ce pays, d'une façon alarmante. C'est clair qu'ils n'ont pas fait un choix de confort, c'est important de le souligner. Ça, c'est important parce que c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour tout le monde. Plus de 10% des journalistes ont disparu. Combien de titres, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, etc., ont disparu du fait des concentrations? Je vous le demande. Dans maintenant 86 départements hexagonaux sur 89, il y a quasiment plus de pluralisme du tout. Et ce fameux pluralisme auquel nos deux interlocuteurs, même nos trois interlocuteurs de votre débat ont fait référence, il existe où maintenant ce pluralisme? Grâce aux services publics dans certains départements, mais il n'existe plus en presse print dans beaucoup de départements. Et c'est un des problèmes que les autorités responsables la presse quotidienne, Dominique, c'est-à-dire le problème de la concentration dans la presse. On parle effectivement de la presse quotidienne, notamment. Ça, on était d'accord. Les états généraux qui s'annoncent voulus par le président Macron, pour le moment, ne comportent aucun journaliste pour les représenter. Aucun. C'est pas normal. Et ça, évidemment, vous le dénoncez. J'aimerais qu'on donne le mot de la fin à Gilles, qui est notre vraie voix du jour, qui est toujours avec nous depuis Nice, lecteur de Nice Matin, notamment, et futur nouveau lecteur du journal du dimanche, nouvelle version. On est d'accord, Gilles ? Oui, certainement, ça donne envie de l'acheter parce que je voudrais découvrir cette nouvelle une du Parisien. Mais je crois, vous savez, du JDD. Un des auditeurs du JDD, vous avez dit le Parisien. Ah oui, le JDD, pardon. Mais
un des auditeurs a parlé que c'était un journal d'extrême droite parce qu'il y aurait le jeune. Mais vous savez, la presse d'extrême droite, elle a disparu. Minute a disparu, Présent a disparu. Je crois qu'il y a une concentration des journaux. Les gens lisent moins qu'avant. Et mais moi, je suis pour une liberté de la presse et qu'il y ait plusieurs courants dans un même journal. Je pense que c'est possible. Écoutez, en tout cas, on en reparlera avec vous. On va reparler aussi, tiens, aujourd'hui de l'extrême droite ce soir, de la vraie et la vieille extrême droite. L'Institut Civitas, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce il y a quelques minutes qu'il va demander la dissolution après des énièmes propos antisémites tenus lors d'un colloque de cet institut. On va en reparler dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, merci à vous tous d'avoir participé à ce premier grand débat des vraies voix pour parler du journal du dimanche. Merci à vous, Dominique Pradalier. Merci à vous tous et à vous toutes et bonne journée. Et bonne journée à vous, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Restez avec nous, Gilles. Vous nous accompagnez depuis le début de l'heure. On va vous proposer de jouer. On va tester votre connaissance de l'actualité dans quelques instants. Un peu de détente et de culture générale avec nos vraies voix sur Sud Radio. À tout de suite. Avec nos 3 vraies voix du soir, Philippe Bourriaki, Corinne Tapiro et Jean-Luc Benamias pour sa part en duplex du Sud-Est sur Sud Radio pour ses vacances. Oui, j'ai failli faire un très beau lapsus. Vous avez raison de le relever, Corinne Tapiro. Nous sommes également en direct pour le coup avec Gilles qui est notre vraie voix du soir. Gilles qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la belle ville de Nice. Vous êtes toujours avec nous, Gilles ? Oui, je suis toujours là, oui. Bon, alors, ce que je vais vous proposer, Gilles, c'est de tester votre connaissance de l'actualité. On va vous poser 2 ou 3 questions en lien avec l'actualité du jour et vous allez nous choisir une des 3 vraies voix avec qui vous allez faire équipe. Vous êtes avec Corinne Tapiro, Philippe Bourriaki ou Jean-Luc Benamias. Vous voulez jouer avec qui ? Le second. Alors, le second, c'était Philippe Bourriaki ? Bourriaki, mais allez, pas. Philippe Bourriaki, vous serez dans la même équipe que Gilles. Je vais vous poser plusieurs questions. On va commencer tout de suite. Je vais vous poser plusieurs questions en lien avec la date de ce jour. Nous sommes le 7 août. On a regardé tout ce qui s'est passé le 7 août et il s'en est passé des choses. C'est assez important. Le premier qui répond rapporte le point à son équipe. Ce sera très simple. Donc Gilles, vous êtes avec Philippe Bourriaki. Jean-Luc Benamias sera avec Corinne Tapiro. Le 7 août 1834 a eu lieu malheureusement la mort de Joseph-Marie Jacquard. Qu'a-t-il inventé ? La guillotine. Le métier à tisser. Alors la guillotine, ça mérite un -1, Philippe Bourriaki. Et Gilles, alors la guillotine, ça mérite -1. Vous avez vraiment de la chance. Parce que c'est Guillotin qui a inventé la guillotine, c'est tellement facile. Alors que, effectivement, comme l'a bien dit Gilles, eh bien c'est le métier à tisser qui a été inventé, le métier à tisser mécanique qui a été inventé par Joseph-Marie Jacquard. Bravo à vous, Gilles. Bon, est-ce qu'on vous donne un point à votre équipe ou on vous met 0 à cause de ce qu'a dit Philippe Bourriaki? Non, mais on aura 2 réponses avec Jean-Luc. Il faut répondre vite. Oui, il mérite. Mais non, mais c'était d'abord. Non, c'était le premier arrivé, premier servi. C'était pour ça. C'est-à-dire que nous aussi on pouvait répondre. Vous pouviez répondre. Ah, j'avais pas compris. Eh bien maintenant vous le saurez. J'ai cru que c'était comme la dernière fois, chaque équipe. C'est au premier arrivé, premier servi. 1 point pour Gilles. Bravo à lui en tout cas. La deuxième question, tout le monde peut répondre en même temps. On fera l'arbitre vidéo et donc audio en l'occurrence à la radio et on verra qui répond en premier. Tout de suite, c'est le 7 août comme aujourd'hui, mais 1900. Qu'a inventé en un 7 août 1900 l'Américain Dwight Davis, d'après vous? Le moteur explosion? Non. C'est une compétition, je vais vous aider. Ah oui. Tennis? La coupe de tennis? Avion? Non. Non. Quelle compétition a inventé l'Américain Dwight Davis le 7 août 1900? Flushing Meadows? Non, pas Flushing Meadows. Alors, une compétition, mais encore, quelle compétition? Vous avez parlé d'un sport, c'est du tennis, effectivement. Tennis, oui. Quelle compétition? Ah bon? Quelle compétition Monsieur Davis a inventé en tennis il y a 123 ans? Oui, effectivement, je vous confirme. La coupe qui porte son nom, ça paraît logique, vous avez tout à fait raison. Ça fait 1 partout, mon cher Gilles. On va continuer avec une nouvelle question, toujours un 7 août. Le 7 août 1957. C'est une date assez triste dans l'histoire du cinéma. Tout le monde peut répondre en même temps. Un célèbre acteur est disparu. C'est pas Gérard Philippe. Le 7 août 1957. Je vais vous passer la musique célèbre de son duo. Alors presque ça. Je vais vous passer ensuite, je vais vous parler de ce duo qu'il formait avec Stanislas Laurel. Qui était-il? Hardy.
Bravo. C'est Philippe Bouriaki. Et moi Laurel, c'est toi Hardy, Laurel et c'est toi Hardy. le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1 pour l'équipe de Gilles. Vous avez raison d'ailleurs de rappeler ce sketch exceptionnel des Inconnus. Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy. On pourra réviser avec Stéphanie de Monaco sur YouTube. C'est vrai, c'est une très belle référence à vous. Je vous en félicite. On termine par une date politique. Direction l'Afrique avec un petit peu d'avance parce que le 7 août 1960, c'est d'une date importante. C'est celle de l'indépendance officielle de la Côte d'Ivoire. Question qu'on vous pose tout de suite. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire ? Très compliqué. C'est pas N'Djamena ? Non, ça c'est le Tchad. Ah, Tchad, merde. Non. Pardon. C'est Moufette-Boigny qui l'a créé. Absolument, c'est c'est pas, une ville nouvelle. C'est pas la plus grande ville de Côte d'Ivoire et j'ai oublié son nom. C'est une ville pas nouvelle. Abidjan. Je vais vous aider un petit peu. Il y a une très grande église qui est un pastiche, une copie de Saint-Pierre de Rome en béton construite par une entreprise française. J'ai oublié son nom. Gilles ? J'ai complètement oublié, je ne me rappelle plus. C'est pas grave, parce que de toute façon, vous avez déjà gagné, puisque je crois que tout le monde passe son tour. C'est la ville de Yamoussoukro. Oh là là. C'était pas facile. Capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire déclarée indépendante un 7 août. Un 7 août, justement, c'est la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 1960. Bon, écoutez, bravo Gilles, vous avez gagné quand même. Bon, je vais vous refaire une référence aux Inconnus, du coup, vous avez gagné toute notre estime, en tout cas. C'est déjà ça. Ça, c'était un autre jeu des Inconnus. Merci beaucoup d'avoir pris la parole au 0826 300 300 en tout cas. Oui. Et puis restez fidèles à Sud Radio, surtout. Parlons vrai. Oui, bien sûr. Allez, restez avec nous, en tout cas, vous tous. On va partir pour une deuxième heure des vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h. On va parler d'un drame qui a eu lieu près de Limoges. Une course-poursuite entre des policiers et des jeunes qui a occasionné un accident mortel. On y reviendra notamment avec un policier qui nous dira ce qui s'est passé. Et on parlera ensuite de la situation en Afrique, notamment pour l'armée française. Les putschistes au Niger sont toujours en place. Est-ce que l'armée française doit partir du Niger? Restez avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été qui vous accompagnent jusqu'à 19h avec Philippe Bouriaki, avec Corinne Tapiro et Jean-Luc Benamias. On fait le tour de l'actualité, qu'elle soit tragique, qu'elle soit inquiétante ou qu'elle soit joyeuse. On va commencer par une actualité tragique dans un instant, mais avant je vous annonce la suite du programme, parce que c'est un programme assez riche. On va parler de l'Afrique, vous l'avez entendu, cette situation assez inquiétante, alors que 1500 soldats français se trouvent toujours au Niger. On s'attend à une possible intervention militaire des États de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'armée française doit partir une bonne fois pour toutes du Niger, où elle ne semble plus la bienvenue, en tout cas dans la capitale? On va en parler avec vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On en débat dans 20 minutes. Tout de suite, direction Limoges et Marseille, où deux drames, un qui a mal fini, viennent de se produire et qui concernent des policiers. Les vraies voix Sud Radio. On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous Bruno. Bonjour, merci de m'avoir invité. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Si jamais à un moment il y a un problème de connexion, comme on l'entend que ça flanche de temps à autre, on essaiera de vous récupérer par portable. Vous êtes secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. On revient sur ces deux actualités, coup pour coup, qui nous sont parvenues. D'une part, du côté de Limoges, une course-poursuite entre des jeunes à scooter et des policiers qui occasionnent un accident de la circulation avec la mort des deux jeunes qui était sur le scooter. On va revenir aussi sur ce qui s'est passé un tout petit peu plus récemment du côté de Marseille, et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. Ça commence par une altercation entre un de vos collègues policiers, donc à Marseille, et des passants. Ça se termine par des coups de feu. Concrètement, il s'est passé quoi, Bruno Bartocchetti ? Voilà, nous sommes à Marseille ce matin, en fin de matinée, et on a une altercation, comme vous venez de le dire, qui se produit boulevard des Dames. Pour ceux qui connaissent Marseille, on n'est pas très loin, on est à 200 mètres de l'hôtel de police de l'Évêché, dans le 3e arrondissement, entre le 3e et le 2e arrondissement. Et cette altercation se finit de manière assez difficile, comme vous le soulignez. C'est-à-dire que les individus s'en sont pris à notre collègue en le reconnaissant en tant que tel, en tant que policier. En tout cas, ils avaient à leur connaissance ses fonctions de policier. Et il a été roué de coups, à coups de pied, dans le corps, sur le visage. Tentative, à ma connaissance en tout cas, tentative d'étranglement. Le policier n'avait pas d'autre solution que faire usage de son arme, car il était menacé dans sa vie, bien sûr, comme on peut l'imaginer. Et il en a blessé un.
blessé à l'épaule, qui a été conduit à l'hôpital. Le policier également conduit à l'hôpital. Voilà ce que je peux vous dire sur les faits, avec une procédure qui est en cours. Fort logiquement, l'IGPN a été saisi. C'est normal, c'est courant dans ce genre de situation. Et aux premières constatations, d'après les retours que j'ai, il n'y a pas de doute sur la proportion dans la défense de mon collègue sur cette attaque, on va dire, sur cette agression à l'endroit de... Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il s'est servi de son arme et qu'il a bien fait, c'est ça que vous dites? Il a bien fait dans la mesure... vous savez, lorsqu'un policier sort son arme, c'est pas toujours de gaieté de cœur. On préférerait ne pas utiliser notre arme de service. Lorsqu'on exhibe notre arme de service, c'est qu'on est en danger. Tout simplement, après, on peut toujours développer les enquêtes qui sont en cours. En tout cas, puisqu'on parle de celle-là, fort heureusement, il a pu se défendre. De toute façon, ils étaient plusieurs contre lui. Et il n'en avait, à mon sens, pas d'autre solution. Et autre précision que vous nous donnez sur Sud Radio, il n'y aurait à ce stade qu'un blessé, un des agresseurs du policier qui serait blessé à l'épaule, c'est ça? C'est bien ça. Allez, revenons aussi sur ce qui s'est passé beaucoup plus mal, ce qui s'est terminé beaucoup plus mal en tout cas, du côté de Limoges. 2 jeunes en scooter qui meurent en tentant d'échapper à un contrôle de police au terme d'une forme de course-poursuite. Première question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est fréquent d'abord que des jeunes essaient de se soustraire à un contrôle de police? Des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs? Oui. Qu'on appelle donc les refus d'obtempérer, mais on pourra élargir le sujet tout au long de l'émission parce ça peut aller au-delà des refus d'obtempérer. Dans le cadre des refus d'obtempérer, nous en avons tous les jours en France qui se mettent, certains conducteurs, on le voit là, se mettent en danger. Certaines nous mettent en danger. Et là, dans ce cas de figure, d'après les éléments que j'ai, ils ont refusé le contrôle et les policiers ont commencé à se diriger vers eux, mais n'ont pas continué leur course-poursuite parce que justement, on sait que l'on va continuer ce danger finalement. Et malheureusement, eux, je parle des deux individus sur le cyclomoteur ou sur la moto, en tout cas, se sont mis en danger et ont perdu la vie. Oui, de toute façon, quel que soit ce qui a précédé l'événement dramatique. Revenons d'ailleurs sur ce qui s'était passé avec la mort du jeune Naël. C'était au terme d'une forme de course-poursuite avec les 2 policiers qui ont fini par le retrouver dans les bouchons, qui s'était fait tirer dessus par un de vos collègues, qui est toujours en détention provisoire à ce stade, au moment où nous parlons. Revenons quand même sur tout ce qui se passe entre les policiers et les avocats. J'aimerais en parler avec notre vraie voix du soir, Jean-Luc Benamias, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme. On parle beaucoup de problème tout simplement entre des policiers, j'ai bien dit des policiers, et parfois des délinquants. Est-ce que ce climat vous inquiète ou pas? Inquiétant, mais je ne veux pas tout mélanger, je viens de le dire à l'antenne. Il y a des événements, celui que je viens de raconter, le policier, le dirigeant du syndicat SGPFO me paraît être dans un cadre de légitime défense complet par rapport à une agression physique d'un policier sur le terrain. Nous vivons une période extrêmement délicate. On l'a vu pendant l'ensemble des manifestations par rapport à cette fausse réforme des retraites. Je dis fausse réforme parce que c'est de la régression sociale. Donc on a vu qu'effectivement, il y avait un certain nombre, je dis bien un certain nombre, pas toutes, de situations qui étaient des situations extrêmement délicates entre une partie des forces de l'ordre et les gens qui manifestaient. On l'a vu après, malheureusement, par cette semaine, ces quelques jours terribles en France, qui ont été des jours d'émeutes et d'une violence extrême, sur laquelle je me mets à la place des policiers. On leur demande de réagir, ils réagissent. On s'aperçoit malheureusement que pour un certain nombre de policiers, ils savent vraiment faire, et je pense que c'est d'ailleurs une majorité, mais pour un certain nombre d'autres, ils se retrouvent dans des situations tellement délicates qu'ils font des grosses erreurs, et le terme erreur est un terme faible de mon point de vue. Je pense que et c'est ce qu'essaye de faire la Ligue des droits de l'homme au niveau national et au niveau local. Évidemment, il faut qu'il existe des forces de sécurité, il faut qu'il existe des forces de l'ordre, c'est absolument indispensable. Il n'y a pas une société où il n'y a pas de police ou de gendarmerie. Toutes les sociétés en ont besoin. Mais on doit avoir une possibilité maintenant, et c'est ce que fait la LDH, d'observer, de regarder, et parfois, dans un cadre d'histoire extrêmement malheureuse et parfois très malheureuse, on l'a vu malheureusement sur Marseille, avec ces 2 ou 3 personnes qui ont été grièvement blessées. Et il semblerait, je dis bien il semblerait,
je pèse mes mots, que effectivement il y a eu réellement agression policière par rapport à cela, en plus sur des personnes qui ne manifestaient pas et qui n'étaient même pas dans un cadre d'émeute. Voilà, donc on essaye, la Ligue des droits de l'homme, de faire qu'il y ait entre la police et une grande partie de la population un respect mutuel. Voilà, vous voyez, je pèse mes mots. Hein. J'essaye vraiment d'aller au bout du fait de dire de ne pas enfoncer le clou par rapport à des événements qui sont extrêmement graves. Celui, par exemple, de Limoges, moi j'ai vu la déclaration du maire de Limoges cet après-midi, en le disant avant l'émission, le maire de Limoges, évidemment, regrette totalement la mort des deux jeunes qui étaient sur une moto ou un scooter. Mais globalement, d'après ce que j'ai lu, comme l'a dit le représentant syndical de SGP et Force ouvrière, il semblerait que les policiers, dans ce cadre-là, dans ce qu'on peut lire et dans ce que lui-même a dit, que les policiers aient arrêté la poursuite et que ces deux jeunes, malheureusement, ont fait les cons et les cons, c'est arrivé jusqu'à leur mort et les deux sont morts. C'est voilà, en accident de voiture parce ils ont fait n'importe quoi. Ce sont des drames. Qui sont d'ailleurs, je finis là-dessus, qui sont d'ailleurs pour les policiers dans ces cas-là extrêmement durs à gérer. Extrêmement dur à gérer quand il s'agit de personnes qui partent, qui ont un refus d'obtempérer. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Naël. Strictement rien à voir. Alors, on va donner le mot de la fin à Bruno Bartocchetti qui est toujours avec nous. Je le rappelle, secrétaire pour la région sud du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Est-ce que ça veut dire que maintenant, quand il y a un refus d'obtempérer, il ne faut pas que vos collègues poursuivent tout simplement l'auteur du refus d'obtempérer ? Et c'est ce qui se produit en fait, on progresse au départ, si la personne ne s'arrête pas, on arrête la progression. Mais il faut se mettre dans un contexte bien précis, dans une situation bien précise. Et vous savez, lorsqu'on parle de refus d'obtempérer, je prends l'exemple de ma collègue policière dans le Doubs qui a été heurtée, qui a été blessée très sérieusement. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de refus d'obtempérer alors que c'est une tentative à mon sens. En tout cas, c'est pas moi à le qualifier tentative de meurtre. On a foncé délibérément sur le policier. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'on met tout dans les refus d'obtempérer. Je crois que tous les cas sont à prendre en considération en fonction des situations, en fonction des progressions. C'est vrai que on a tendance malheureusement à résumer avec cette qualification de refus d'obtempérer, ça va au-delà. J'aimerais juste ajouter que je viens d'entendre les propos, ne m'aveuillez pas, il y a une coupure, j'ai pas retenu le nom du monsieur qui parle. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Marseillais par ailleurs et membre de la Ligue des droits de l'homme à Marseille. Voilà, j'apprécie les propos que vous tenez parce que vous êtes mesuré, vous parlez au conditionnel et c'est très important parce que l'idée, comme vous le soulignez, quand un policier prend son service, quand il rentre chez lui le soir et quand il a constaté malheureusement, vous voyez, les décès de ces deux jeunes sur un scooter, peu importe leur passé, peu importe leur situation, c'est un drame, on vit mal la mort qu'on a en face de nous parce qu'on constate toujours le sombre et le policier, bien sûr, quand il prend son service, sa volonté n'est pas de tuer. Alors il peut y avoir un fêlé parmi nous comme dans toute société ou dans toute profession, mais très sincèrement, on prend notre service, c'est certainement pas pour qu'il y ait des morts et des blessés graves. Merci Bruno Bartocchetti. On sera amené à reparler de toute façon de cette situation avec vous, notamment puisque l'affaire du jeune Eddy qui a été visé au flashball par l'un de vos collègues qui est en détention provisoire va continuer malheureusement pour lui comme pour votre collègue à faire l'actualité. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Place au tour de table de l'actualité de nos autres vraies voix. On va parler d'un arrêté municipal anti-marginaux de la ville d'Angoulême qui a été cassé partiellement par le tribunal administratif. C'est Jean-Luc Benamias qui va nous raconter ça. Et puis l'automobiliste Philippe Bouriaki va nous parler de la vache à lait qu'il croit être devenue. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de Sud Radio jusqu'à 19h avec Corinne Tapiro, Philippe Bouriaki et Jean-Luc Benamias qui continue d'ailleurs à débattre pendant la pub. On vous dit tous les coulisses sur Sud Radio. Parlons vrai. Dans quelques minutes, notre coup de projecteur à la situation en Afrique. Est-ce que l'armée française doit quitter le Niger alors que l'ultimatum de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a expiré? Cet ultimatum qui exigeait le rétablissement du président élu. On va en parler avec notre invité dans quelques minutes et avec vous tous au 0826 300 300. Tiens, si vous êtes militaire ou ancien militaire français, vous avez peut-être participé à l'opération Barkhane, mais vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Est-ce que c'est la place de l'armée française de se battre en Afrique de l'Ouest où manifestement elle n'est plus la bienvenue? Quoi qu'il en soit, tout de suite, place au tour de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Une histoire effectivement pas banale, sélectionnée par Jean-Luc Benamias qui est avec nous. Je le rappelle, vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Luc Benamias, et vous nous emmenez à Angoulême où un arrêté municipal assez étonnant, un arrêté anti-marginaux de la ville d'Angoulême a été cassé partiellement par le tribunal administratif. Si je résume grossièrement, Jean-Luc Benamias, cet arrêté visait à chasser en d'autres termes les SDF du centre-ville en interdisant de s'asseoir ou de s'allonger par terre dans le centre-ville, c'est ça ? C'était pas écrit comme ça, justement. Alors, ce serait déjà écrit comme ça, ce serait déjà pas terrible, hein, parce que les SDF ne s'inventent pas SDF dans les centres-villes ou ailleurs. Non, c'était écrit, je le lis, hein, c'était qui visait à interdire la station assise ou allongée sur les voies publiques de l'ensemble du centre-ville d'Angoulême. En d'autres termes, à vous interdire de vous allonger par terre ou de vous asseoir par terre, quoi. Non, on peut s'asseoir aussi sur un banc. Ce qui est marqué, c'est s'asseoir même sur un banc. Non, c'est tout. L'arrêté est très mal écrit. Et évidemment, quand la LDH... Vous savez, c'est à la fois, il y a des sujets plus graves, on en a parlé juste avant, hein, qui sont des sujets bien plus graves que celui-là. Voilà. Donc, je pense que c'est la Ligue des droits de l'homme d'Angoulême ou de Charente qui a déposé un recours auprès du tribunal administratif. Le tribunal administratif a répondu. D'abord, on ne peut pas interdire la situation assise ou couchée sur l'ensemble du centre-ville. C'est beaucoup trop important. Et puis, la liberté de circulation des gens dans le centre-ville, quelle que soit la ville, est obligatoirement autorisée. Donc, s'il doit faire un arrêté quelque part et faire agir la police municipale, il faut que l'arrêté soit un peu plus précis, parce que là, évidemment, ça touchait l'ensemble de la population. Je me rappelle qu'Angoulême est une ville touristique. Angoulême reçoit chaque année le festival de la bande dessinée. Enfin, c'est une ville où il passe beaucoup de gens. Voilà. Après, sur les SDF, je finis. Hein, toutes les villes françaises ont la question, je ne dis pas le problème, la question des sans domicile fixe à régler. C'est une situation extrêmement délicate, difficile. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de cela, mais dans la difficulté la plus importante. Voilà. Donc, c'est arrêté. C'est l'été, mais voilà, c'est pas le centre d'actualité, mais quand même, la Ligue des droits de l'homme, ici ou là, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la police et par rapport aux forces de l'ordre ou par rapport à la sécurité publique en général, essaye d'agir sur les droits humains et sur les droits publics et sur la liberté de circulation. Alors, au-delà de la Ligue des droits de l'homme, on a le sentiment que c'était aussi quelque chose qui visait à pousser les sans domicile fixe à quitter le centre-ville de la ville d'Angoulême. Mais où est-ce qu'on les aurait où est-ce qu'ils iraient ? Ça n'a pas de sens. Je le dis, ça existe partout. Il existe des gens sans domicile fixe. Parfois, c'est un choix de vie, rarement. Par d'autres fois, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été expulsés, ils n'ont pas d'autre lieu. Ça existe avec des gens de différentes origines. Il n'y a pas que les migrants. Voilà. C'est une problématique. Elle serait simple à régler, elle serait réglée tout longtemps. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, quand il a été élu la première fois, avait dit « il n'y aura plus personne dans la rue ». Bon, sympathique, merci, belle déclaration. Et raté. Les promesses non tenues, effectivement, parce qu'elles n'étaient pas tenables de toute façon. Corinne Tapiro, en un mot. Oui, il y a, bien sûr, beaucoup de villes ont pris des arrêtés anti-SDF ou anti-mendicité ou anti quelque chose. Certaines villes sont même allées jusqu'à faire des bancs anti-SDF pour les empêcher. Des murs pour les empêcher quand ils étaient drogués de revenir. Voilà, alors ça c'était pour les drogués, c'est une autre attitude. Mais la problématique que soulève M. Benamias, au-delà de cet arrêté, c'est qu'il n'y a toujours pas de réponse concrète et réelle vis-à-vis de ces gens en grande déshérence, puisque le préalable pour les accompagner, c'est qu'ils acceptent. Effectivement, et c'est jamais facile par définition. Je vous propose qu'on termine par quelque chose de très concret. C'est le coup de gueule de quelqu'un qui trouve que les automobilistes sont considérés comme des vaches à lait. Philippe Bouriaki, pourtant vous êtes écologiste. Vous défendez les automobilistes ? Je défends surtout le pouvoir d'achat des citoyens et des citoyennes. J'ai entendu le soupir de Jean-Luc Benamias qui réagira dans un instant. Surtout la cohérence et la logique. C'est pas par rapport à Philippe. Hein. La question c'est, sommes-nous des vaches à lait ? Qui peut m'expliquer ici ou ailleurs comment se fait-il que lorsque le baril de Brent était à $140 le baril, le prix à la pompe était d'1,40 €. Et aujourd'hui, le prix du baril de Brent est à $85
sont quasiment 2 fois moins, et le prix à la pompe est à 2 €. J'ai du mal à comprendre la corrélation. Sommes-nous en train de rembourser la dette dite du quoi qu'il en coûte, à notre insu? Qu'en est-il de la TIPP, la fameuse taxe intérieure sur les produits pétroliers, devenue la TICPE, qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, censée être une taxe fluctuante qui augmente ou diminue au fil du cours du Brent, pour avoir un prix constant, mais en vérité qui n'a fait que de rajouter une taxe supplémentaire alourdissant le pouvoir d'achat des Français et des Françaises. Je finirai avec la magnifique TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Effectivement, avec 70% de taxes sur le prix de l'essence, on peut effectivement de parler de valeur. Là, je maintiens qu'on a enfin trouvé un écologiste pour qui l'essence est trop chère. Vous êtes d'accord? Complètement. Et donc, on paye 20% de taxes de TVA sur le prix de l'essence, plus les différentes taxes. Moi, je dis chapeau aux concepteurs de l'arnaque, parce que, comme tout le monde, même si je gueule, je suis heureux de faire le plein quand je suis en réserve. On est carrément dans le syndrome de Stockholm. Jean-Luc Benamias, un mot, vous avez le droit de réagir. Oui, j'ai le droit de réagir. Évidemment que le prix de l'énergie, notamment du fuel et de l'essence, est quelque chose qui touche des centaines de milliers, des millions de personnes en France, notamment en période de crise et d'inflation. Après, il n'a échappé à personne, non pas, pas plus à Philippe qu'à moi, qu'effectivement, le budget de l'État, à ce niveau-là, puisqu'il y a 70% de taxes, et ces taxes permettent au budget de l'État de retrouver un certain équilibre. Voilà, effectivement, il y a quelques dispositions qui ont été prises, les 100 € par an, là, donnés à un certain nombre d'utilisateurs, mais ça ne répond pas, évidemment, à cette augmentation. Maintenant, clairement, Philippe, tu le sais en tant qu'écologiste, le prix de l'essence et le prix du fuel et ainsi de suite ne descendra pas. Effectivement, restez avec nous sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, au 0826 300 300, vous parliez du budget de l'État, un de ses principaux postes de défense, pas le seul, mais important poste de dépense. Donc c'est justement la défense avec l'armée française. Est-ce que sa place est encore au Niger? On en parle dans quelques instants avec notre invité, avec vous au 0826 300 300 et nos 3 vraies voix. Tout de suite sur Sud Radio. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec nos 3 vraies voix du soir, Philippe Bouriaki, Corinne Tapiro et Jean-Luc Benamias, direction l'Afrique et plus précisément le Niger. Tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec cette question que nous vous posons, est-ce que l'armée française doit quitter le Niger? Ou manifestement, elle n'est plus la bienvenue. Je rappelle qu'une junte militaire a pris le pouvoir contre le président élu Bazoum et que cette junte militaire a déclaré ceci au sujet de l'armée française il y a quelques jours. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Il y a 1500 soldats français présents au Niger dans le cadre de la suite, évidemment ça s'appelle plus comme ça, de l'opération Barkhane. C'est presque la dernière présence française dans le Sahel avec les troupes qu'on a encore notamment du côté du Tchad et du côté de la Mauritanie. Est-ce que l'armée française doit partir de ce guêpier en quelque termes? On peut en parler avec notre invité Pierre de Jong. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue à vous, mon colonel. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine et auteur de ce livre, Agir entre les lignes, les sociétés militaires privées, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres. C'est publié aux éditions Mareuil. On va reparler du groupe Wagner, les mercenaires russes, justement. Est-ce qu'ils vont bientôt remplacer l'armée française au Niger? Mais avant ça, faisons un point sur la situation. Je le disais, 1500 soldats français présents au Niger en vertu des accords que nous avons avec le gouvernement, renversés par les putschistes. Qu'est-ce qu'on va faire dans une telle situation dans les heures qui suivent? Ça va être quoi les actions de ces soldats français, Pierre de Jong? Alors vous savez, on est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce qu'on s'est réinstallé au Niger depuis à peu près 1 an, après notre départ du Mali. Et donc on a installé un dispositif qui était destiné théoriquement à lutter contre le terrorisme, avec 1500 soldats, appuyés par le dispositif qui est actuellement en place à Djamena. Au passage, il n'y a rien en Mauritanie, il n'y a pas de troupes. Hein. Donc encore une fois, on a un dispositif qui est relativement resserré, relativement efficace, qui était destiné en fait à appuyer simplement l'armée nigérienne. En aucun cas,
est destiné, si vous voulez, à agir en première ligne. Pourquoi? Parce que la France a fini par percevoir l'intérêt qu'il y avait à ne pas être exposé systématiquement en cas de conflit. Le problème là aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la situation est absolument incroyable. C'est qu'on est dans un pays qui a fait appel à nous, il était d'accord à partir d'accords, etc., était d'accord sur notre présence, et là maintenant, il est en mesure de rétorsion suite à notre prise de position, souhaite qu'on parte. Là, c'est un imbroglio diplomatique incroyable, parce que si on reste, c'est incroyable, d'autant que l'ensemble de l'Afrique aujourd'hui nous critique sur notre positionnement, et si on s'en va, ça veut dire qu'on donne, on va dire, un blanc-seing quelque part aux putschistes. Donc la situation est absolument ingérable, et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une espèce de, il doit y avoir des mots de tête dans les chancelleries. Effectivement, parce qu'on ne sait pas du coup à quel gouvernement obéir. Est-ce qu'on doit obéir à celui qui a été renversé mais qui a signé ses accords avec nous, ou au contraire à celui qui a pris le pouvoir et qui nous demande de partir? Tiens, justement, on pourrait parler aussi de cette opération militaire, ces opérations militaires dans le Sahel depuis près de 10 ans. Plus de 50 soldats français y sont tombés pour lutter contre le terrorisme dans des pays où ils ne sont manifestement plus les bienvenus. Alors ça aurait pu être Hector, et on est ravis que ce ne soit pas votre cas, en tout cas que ça n'ait pas été votre destin. Bonsoir à vous, mon cher Hector. Oui, bonsoir. Ça n'a pas été mon destin, mais j'ai fait l'Afghanistan où il y a 90 de mes camarades qui sont morts. Exactement. Et pareil, on s'est fait, encore une fois, un beau gâchis en fait. Question qu'on pose tout bêtement, parce que je pense que vous vous reconnaissez en tant qu'ancien militaire. Est-ce qu'on doit encore envoyer nos soldats se battre contre le terrorisme dans des conditions très difficiles et dans des pays où en plus ils ne sont plus les bienvenus? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien soldat, Hector? Alors, de toute façon, le soldat est aux ordres des politiques. Donc, il y a deux solutions. Soit on continue à se battre, mais on accepte qu'il y ait des pertes, et surtout qu'il y ait des pertes en face, parce que militairement, la junte, on a la capacité de la virer, parce que ça aurait été dans les années 70, un truc comme ça. Il y aurait eu des avions qui auraient atterri, les putschistes auraient été virés en 8 heures et un autre gouvernement aurait été réinstallé. Et c'était les grandes heures de la France-Afrique. C'était les grandes heures de la France-Afrique. Maintenant, politiquement, on ne veut plus assumer, soit on retire nos troupes, mais par contre, ce sont des mesures de rétention par rapport à cet État, c'est-à-dire qu'on n'aide plus leur développement, évidemment, et surtout on ferme nos frontières, et nos troupes, elles servent, on va dire, à rendre notre pays étanche. Plus d'immigration clandestine en provenance du Sub-Sahara notamment. Et on les laisse se démerder. Au final, vous voulez plus de nous? Eh ben, vous voulez plus de nous, vous vous démerdez avec les Russes. Et je pense que le collier russe va être un peu plus pesant, et chinois d'ailleurs, va être un peu plus pesant que, on va dire, le paternalisme un peu à la française. Et à mon avis, dans quelques années, ça va être comme en Madagascar, quand les Russes vont s'en aller, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et ils se démerderont avec leur groupe djihadiste. Et on rappelle d'ailleurs que le groupe paramilitaire Wagner est présent dans plusieurs pays francophones, pas tous aux prises avec le terrorisme. C'est le cas notamment de la République centrafricaine où le groupe Wagner est présent. Parlons-en avec vous. Merci beaucoup, mon cher Hector, de nous avoir appelé pour témoigner au 0826 300 300. Parlons-en avec vous, mon colonel Pierre de Jong, puisque vous êtes aussi, vous avez écrit sur le sujet, spécialiste de ces sociétés militaires privées. D'abord, ce sont des mercenaires ou ce sont des vigiles? Clairement, Wagner, c'est un groupe de mercenaires, puisqu'en fait, on peut considérer qu'à peu près, il n'y a qu'un tiers, ou on va dire la moitié du groupe Wagner est constitué de Russes. Le reste, c'est des Ukrainiens, c'est des Syriens, c'est toute nationalité confondue. Il y a même des Français qui sont dans le groupe Wagner. Il y en a beaucoup? Un certain nombre. On estime à 10 le nombre de soldats français qui sont dans les rangs de Wagner. Ben, c'est normal. Enfin, il veut dire qu'il y a les Américains, les Anglais, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est effectivement un groupe mercenaire. Et de toute façon, le groupe Wagner se présente comme un groupe mercenaire. C'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Ils se considèrent comme des mercenaires. Bien que Vladimir Poutine, le président russe, ait fini par dire publiquement que c'était le gouvernement russe qui avait financé et armé le groupe Wagner du début jusqu'à la fin. Il l'avait dit quelques heures après la tentative de mutinerie d'Evgeny Prigojine. Est-ce qu'il y a une chance que l'armée française parte du Niger dans les heures ou les jours qui viennent, Père de Jong? Alors c'est la question centrale. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'État nigérien, enfin l'État de transition, l'État qui vient d'arriver aux affaires, demande notre pouvoir, demande notre départ. Est-ce qu'on est capable de dire non? C'est extrêmement compliqué. Encore une fois, ça fait partie des décisions qu'on va prendre et on ne peut pas, si vous voulez, rester présent contre un gouvernement. C'est absolument impensable. Donc la situation est impensable. Soit le président Bazoum revient dans le très court terme, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, à ce moment-là, on pourra rétablir la situation. Mais le problème,
aujourd'hui, c'est que la CEDEAO s'est engagée un petit peu vite, si vous voulez, en lançant cet ultimatum au Niger, et on voit que les Nigériens, si vous voulez, résistent à cet ultimatum. Et dès lors que la CEDEAO n'est pas crédible, puisqu'aujourd'hui la CEDEAO a annoncé ce matin qu'elle avait besoin déjà un petit peu de temps pour pouvoir intervenir. Et quand même elle interviendrait, et clairement la CEDEAO n'a pas les moyens logistiques, les moyens de transport, les moyens de soutien, les moyens d'appui nécessaires à une opération dans un pays voisin, donc c'est extrêmement difficile. Je veux dire que la France, de toute façon, a été impliquée d'une façon ou d'une autre, de facto, si vous voulez, dans ce... Alors, pas en premier échelon, bien évidemment, mais en deuxième échelon. En d'autres termes, les seuls qui soient en mesure militairement de mettre fin à ce putsch, c'est l'armée française, et cette armée française n'a pas envie, en tout cas, de le faire. On est d'accord ? Elle aurait dû le faire tout de suite. Comme vient le dire votre intervenant précédent, ce genre d'affaires, on le traitait en général dans la nuit. Au matin, il y avait 300 hommes qui débarquaient et puis on rétablissait le pouvoir. Oui, mais alors pardon, parlons aussi de ce qui fâche, malgré tout, mon colonel. Si la France est décriée dans cette région du pays, c'est parce qu'elle l'a trop fait, ce genre d'opération militaire. Et c'est justement que la France-Afrique est absolument vomie par une partie de la population qui n'est pas nécessairement poutinienne. On peut le reconnaître quand même, ça. C'est pour ça que c'est terminé. C'est un mode de fonctionnement qui est totalement terminé depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'il y avait encore quelques résurgences. Rappelez-vous au Mali, on est intervenu au Mali en 2012, mais à la demande expresse de l'État malien, avec un courrier, etc. Donc il y avait des règles, puis les Nations Unies qui avaient décidé. Là, on est sur un modèle qui est un modèle ingérable et dans lequel la France, je l'imagine, ne souhaite pas se réengager. On ne souhaite pas, si vous voulez, être un acteur de premier échelon dans cette opération-là. Donc c'est extrêmement difficile. Un autre point qui est très embêtant, si vous voulez, c'est qu'au-delà de la CEDEAO qui a une forme de légitimité, le problème c'est qu'une partie de l'Afrique, si vous voulez, critique ce qui va se passer avec la CEDEAO. Les voisins, le Mali, la Guinée, évidemment le Burkina Faso, l'Algérie, même le Tchad aujourd'hui est plutôt sur un mode neutre. Donc on voit bien qu'une partie de l'Afrique, si vous voulez, est réfractaire à une opération militaire menée par la CEDEAO, éventuellement appuyée par la France ou par tout autre pays. Donc la situation est absolument ingérable. C'est ce qui me fait dire que j'imagine qu'il n'y aura absolument aucune opération militaire en provenance de la CEDEAO en direction du Niger dans les semaines qui viennent. Et donc il n'y en aura pas de française non plus, et donc les putschistes resteront au pouvoir. Écoutez, c'est un problème politique. À ce moment-là, il y aura une pression qui se mettra en place, une pression que je qualifie de diplomatique, de diplomatique, d'économique. Déjà, on a supprimé les vols Air France en direction de Niamey. Oui. On les a également supprimés en direction de Bamako et en direction de Ouagadougou. Donc la France prend des mesures de rétorsion. Mais malheureusement pour nous, c'est encore une fois une zone d'intérêt, une zone d'influence. Et malheureusement, si vous voulez, toutes les décisions qu'on va prendre, elles contrecarrent ou elles nous empêcheront de revenir plus tard. Donc si vous voulez, c'est une espèce de coupure. On a une espèce de coupure. Ce qui me fait dire quelque part, encore une fois, c'est que ce coup d'État au Niger, et c'est vraiment le pire cas qui puisse arriver. C'est un cas d'espèce, c'est le pire cas qu'on puisse gérer, dans lequel on a les pieds et poings liés. Si on intervient, on sera critiqué. Si on n'intervient pas, on sera critiqué dans tous les cas. Donc encore une fois, on est vraiment coincé. Effectivement, on est coincé. Faut-il rappeler nos soldats, en tout cas? Corinne Tapiro. Je ne sais pas s'il faut les rappeler. Ce qui est surtout étonnant, c'est que lorsqu'on s'engage sur des opérations comme celle-là, on doit bien, au moment où on s'installe, envisager les solutions de retrait. Et les solutions de retrait, à mon avis, elles auraient dû être déjà mises en œuvre, au moins sur une partie de nos soldats, parce que le premier ultimatum qui a été donné de 7 jours, bon, ils s'en sont moqués. C'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ça s'appelle CNSP, s'en est moqué purement et simplement, et ça lui a permis en même temps d'obtenir une certaine compassion et en tout cas une certaine amitié, une éventualité d'alliance avec des pays tout autour. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que la France a réellement à perdre, à retirer aujourd'hui ses troupes, puisqu'au final, elle est bien seule aujourd'hui au Niger. Pierre de Jong, en un mot. Alors, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, si vous voulez, si le gouvernement nigérien n'accepte pas ou souhaite que nous partions, nous allons partir. Encore une fois, c'est compliqué. C'est qu'on voit que l'État nigérien, aujourd'hui, entre guillemets, en train de brûler les vaisseaux, à larguer les amarres quelque part, se rapproche d'autres États, je dirais, particuliers, pour pas dire putschistes, donc le Mali et le Burkina Faso. Ouais. Et puis derrière, en sous-main, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître la Russie, qui bien évidemment n'a pas été l'initiateur de ce coup d'État, mais évidemment profite de l'occasion. Et on voit aujourd'hui que Wagner se prépare, ou en tout cas se prépositionne au Mali pour intervenir potentiellement au Niger. Alors un mot justement là-dessus, Pierre de Jong, parce que ça fait quand même des mois que les paramilitaires de Wagner sont présents au Mali pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'ils le font plus efficacement que l'armée française ou pas? Parce que c'était le reproche qui était adressé par les Maliens à l'armée française.
Alors, c'est aussi une très bonne question. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas très nombreux. Au Mali, à peu près, je dirais 2000. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les modes d'action de Wagner sont des modes d'une ultra-violence. Le problème, c'est que les soldats français sont issus d'un pays démocratique et qui, bien évidemment, si vous voulez, limite l'usage de la force. On n'emploie pas tous les moyens. Évidemment, donc, encore une fois, nos modes d'action sont des modes d'action, je dirais, démocratiques et qui correspondent à des règles d'engagement, des règles de guerre qui sont couramment admises. On voit bien que les Russes n'ont pas du tout ces blocages-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Les attaques de Wagner, elles sont extrêmement violentes. Alors, comment ils se comportent lorsqu'ils interviennent? Comment? Pardon? Elles sont efficaces lorsqu'ils interviennent, mais elles sont extrêmement violentes. Donc c'est un carnage dans les villages, etc. Et ça, si vous voulez, on nous le reproche aujourd'hui. Encore une fois, les États du Sahel sont martyrisés par ce terrorisme. Et ils considèrent qu'aujourd'hui, la France et les États européens, de façon générale, ne sont pas capables de résoudre ce problème-là. Ça fait 10 ans qu'on est sur ce sujet-là. On n'arrive pas à le faire. Encore une fois, c'est un mode d'action qui ne font pas usage de la force de façon totale, vous voyez ce que je veux dire? Et donc les Russes proposent une autre solution, qui est vente d'armes, qui est Wagner, qui est une présence militaire massive, en tout cas très forte, mais en tout cas avec un usage de la violence qui est général et extrêmement massif. Désinhibé, on va le dire comme ça, en tout cas. Jean-Luc Benamias voulait intervenir. Oui, colonel, je ne vais pas polémiquer du tout avec vous sur le côté militaire, mais ça, je vous apprendrai rien sans doute. Hein. La géopolitique mondiale est bouleversée depuis que nous avions été chargés par l'ONU quasiment, notamment les États-Unis, de gérer une partie de l'Afrique. Ok, cette période-là est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, terminée. 2 mots sur Wagner. Wagner, à la fois, sont d'une violence exacerbée, on le voit évidemment entre la guerre entre les Russes et l'Ukraine, mais on le voit aussi en Afrique. Mais Wagner fait des affaires. Wagner réutilise, notamment au Niger, les mines d'uranium et gère un certain nombre d'autres mines. Ça a commencé. Au Mali, enfin c'est surtout au Niger d'uranium. Hein. Wagner est une organisation qui est en difficulté, nous l'avons vu, en Russie et en Ukraine, mais qui dégage sur cette partie de l'Afrique des évolutions et militaires et industrielles, enfin et financières, et c'est ce qui rend les choses compliquées. Alors, en ce qui concerne la France, elle ne peut pas, clairement, on ne va pas dire à nos militaires, enfin je ne vois pas comment le président de la République pourrait leur dire restez, on va faire ce qu'on peut. Non, à un moment donné, nous sommes totalement coincés. On a été coincés au Mali, on risque de l'être au Tchad, on a la communauté internationale, pour aller vite, doit faire extrêmement attention, je terminerai là-dessus, au fait que Daesh se restructure, à la fois, notamment en Syrie, mais aussi à partir de l'Afrique. Et on aura à régler un problème à un moment ou à un autre, la communauté internationale, et pas uniquement la France, de voir comment on rebloque ce qu'on a réussi à faire à une période dans le cadre de la Syrie et de l'Irak. Mais on aura le même problème si en Afrique, tout d'un coup, on voit se redévelopper une véritable armée extrêmement, relativement puissante, si ce n'est extrêmement puissante, qui développera en Afrique ce qu'elle a essayé de développer dans les territoires syriens. La réponse dans quelques instants de Pierre de Jong. Philippe Boyaki, en quelques mots. Mes respects, mon colonel, merci pour toutes ces précisions. Je voudrais quand même rappeler qu'il reste encore quelques Français dans ce secteur. Il y a aussi des entreprises françaises et que le rôle de l'armée, effectivement, mon colonel l'a très bien souligné, c'est d'être à disposition des politiques, mais c'est aussi de protéger les intérêts de notre nation et nos ressortissants partout où ils sont dans le monde. Et c'est un des seuls pays qui n'abandonne jamais nos compatriotes, où qu'ils soient, même quand ils se sont mis eux-mêmes en danger. Et donc je voudrais quand même saluer ces femmes et ces hommes, nos anges gardiens, qui risquent leur vie pour des gens qui n'ont pas entendu les recommandations du Quai d'Orsay. Et donc par conséquent, il y a aussi des populations civiles qui vont être des dommages collatéraux. Je pense à ces Nigériens qui n'ont rien demandé et qui soutiennent l'ancien gouvernement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la démocratie reculer pour donner un signe fort à tous ceux qui veulent déstabiliser le reste du monde par des coups de force, ou est-ce que on utilise, mais c'est
Jean-Luc l'a dit, nous avons un vrai problème de conscience par rapport à la façon de faire entre Wagner et nous qui sommes des humanistes et des autres qui sont des barbares. Donc il y a un vrai dilemme qui se pose. Dans un instant, le mot de la fin du colonel Pierre de Jong, mais avant ça, au 0826 300 300, j'aimerais qu'on accueille Emmanuel. Quand on lit les réseaux sociaux et notamment les commentaires des réseaux sociaux africains, il y a un reproche qui est souvent adressé à la France et vous le partagez, ce reproche, Emmanuel. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Disons que je le partage. Je vais me faire vilainement l'avocat du diable. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi enfant en Afrique. Et en fait, il y a un point majeur sur lequel chacun d'entre nous souhaite fermer les yeux, c'est qu'en fait, on fait partie d'une grande hypocrisie globaliste. En fait, on pille l'Afrique, clairement. Quand vous dites on, la France mais tous les pays occidentaux et développés, c'est ça qui nous fait peur, c'est qu'en fait l'Afrique se développe aujourd'hui. L'Afrique s'émancipe, la France-Afrique c'est fini. L'Afrique a décidé de taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, on va se débrouiller tout seul, parce qu'en fait les ressources on les a. Et nous, on fait, si vous voulez, c'est compliqué de la position dans laquelle on est, mais je trouve ça délicat aujourd'hui de venir jeter l'opprobre en disant ouais c'est la Russie, ouais c'est Wagner, les gros méchants, et nous c'est les gentils, etc. Alors que nous, depuis 60 ans, on profite abondamment et parfois avec des méthodes terribles des ressources minières, enfin, je l'en passe, c'est des meilleurs, quoi, vous voyez. Donc, je voulais apporter cette touche-là, parce que aujourd'hui, il ne faut pas que l'Occident se fasse un peu la fleur bleue en disant, qu'est-ce qui se passe? Ben non, les gars, ça fait 60 ans qu'on leur marche sur la tête. Faut pas s'étonner à un moment donné que les gens se réveillent. Et en tout cas, le message est passé et vous n'êtes pas l'avocat du diable. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Mon cher Emmanuel, profitez bien de la belle ville de Montpellier, d'où vous nous appeliez au 0826 300 300. Le mot de la fin. Merci pour votre parole libre à chaque fois. Mais écoutez, on essaye. En tout cas, on est là pour ça. Parlons vrai sur Sud Radio et librement. Surtout, merci beaucoup, Emmanuel. Profitez de Montpellier. Mon colonel Pierre de Jong, vous êtes toujours avec nous. Cet argument d'Emmanuel, on le lit souvent, on l'entend même souvent à la télé africaine et pas seulement d'ailleurs. Est-ce qu'on a pillé l'Afrique pendant 60 ans et c'est le moment de partir? D'abord, actuellement, les temps ont vraiment changé et l'Afrique a un nouveau regard sur nous parce que l'Afrique s'est ouverte, l'Afrique elle s'est développée, l'Afrique s'est autonomisée et c'est ça qu'on l'a peut-être pas fait bien vu. Le deuxième point, je pense que honnêtement, on n'a pas pillé l'Afrique. Je pense qu'il y avait un rapport gagnant-gagnant qui s'est mis en place, sachant que les États africains, ça fait belle lurette que les États africains sont capables d'exprimer à la France ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Vous savez, moi je travaille en Afrique quasiment toute l'année, je croise en longueur d'année des Chinois, des Turcs, des Russes, des Américains, des Suisses, des Hollandais, des Allemands, que sais-je. Évidemment. Qui sont ouverts. Alors c'est vrai qu'il y avait une forme de prééminence française qui était liée à la langue. Il y avait un monopole auparavant qui n'existe plus, c'est ça que vous nous dites. Voilà, qui n'existe plus, je pense. Et là maintenant le Niger, c'est une espèce de fin de partie. Ça, clairement, c'est un coup de semonce extrêmement important et il est temps, entre guillemets, comme on dit, il est temps de retirer les doigts de la prise parce que là on est vraiment dans... Retirons les doigts de la prise. On va rester sur ce mot-là parce que la liaison téléphonique malheureusement se dégrade avec vous, mon cher colonel Pierre de Jong. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je rappelle aussi la référence de votre ouvrage pour tous ceux qui voudraient aller plus loin et se renseigner sur ces sociétés militaires privées. Agir entre les lignes, les sociétés militaires privées, Wagner, Blackwater, ça c'est pour les Américains, Mozart et les autres, c'est publié aux éditions Mareuil. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On est en plein été, on va essayer de se détendre un petit peu après ces sujets lourds et graves et on va vous proposer 5 petites minutes de bonheur. Du côté de la Ville Rose de Toulouse, on va vous proposer le Comédie Club. On va vous faire découvrir ce dont vous pourrez profiter ce soir à Toulouse. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio, un peu dissipées, qui continuent à parler. Tiens, c'est Corinne Tapiro qui vient de se faire prendre la main dans le sac, qui est avec nous. Nous sommes avec Philippe Bouriaki et Jean-Luc Benamias. Est-ce que vous aimez la comédie et les humoristes? Énormément. C'est vrai? Mais tout de suite, on vous emmène au Comédie Club. C'est subjectif, la comédie, Murray. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, puis le repos, la nature, les livres, la musique. Et en tout cas, près de la Ville Rose, surtout, l'un des lieux de naissance de Sud Radio. Mehdi Sersoub, bonsoir à vous.
Bonsoir, Sud Radio. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de la Comédie de la Roseraie à Toulouse. Chaque soir, les vraies voix sur Sud Radio vous proposent 5 petites minutes de bonheur, en tout cas, pour se remonter le moral. On va vous parler de ce qu'on peut faire à Toulouse ce soir. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ce soir à la Comédie de la Roseraie à Toulouse, Mehdi Sersoub? Ce soir, c'est les lundis comédies, un rendez-vous hebdomadaire à partir de juillet et août. On a décidé avec le FMR Comedy Club, donc Montréal Comedy Club, c'est une association qui s'est montée il n'y a pas si longtemps que ça. On vous propose 6 artistes qui vont vous faire découvrir leurs univers, qui vont vous faire découvrir leurs sketchs. Et je peux vous dire qu'il y a du très très gros niveau. Et c'est vrai, ils sont assez drôles? Ils sont très drôles, oui, bien sûr, ils sont tellement drôles que parfois je programme leur stand-up, leur one sur 1h30, et on est vraiment ravis de découvrir aussi de nouveaux talents parce que parfois on a le fruit des cours de stand-up de la Comédie de la Roseraie qui viennent montrer ce qu'ils ont appris pendant. Alors on va rappeler d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi d'abord le stand-up, la définition, tiens, pour le professionnel, le maître de l'art que vous êtes? Le stand-up, littéralement parlant, c'est se tenir debout, mais en réalité, c'est raconter le plus simplement possible les petits désagréments qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que on vous met un micro et puis vous racontez de façon drôle ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive. Voilà, c'est râler en fait. C'est râler, c'est faire preuve d'autodérision. Exactement. Et puis en plus, il y a une référence dans ce que vous dites au Comedy Club. On pense tous au Jamel Comedy Club qui avait cartonné, bien entendu. Ça, c'était plutôt en Ile-de-France, du côté de Trappes. Elle est riche ou pas, la scène toulousaine, du côté de l'humour? Alors, il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de stand-uppers, et je peux vous dire qu'on est servi en termes d'univers, en termes d'humour, et on n'arrête pas de redécouvrir et découvrir même des nouveaux talents. Et c'est ça qui est plaisant à Toulouse. Écoutez, ça c'est formidable. En tout cas, tiens, si je vous demande quel est votre humoriste préféré, Mehdi Sersoub, n'importe lequel, qu'il soit aujourd'hui ou que ce soit un ancien humoriste, quelqu'un qui a disparu, vous me diriez qui? Eli Kakou. Eli Kakou, c'est lui? Ah ouais. Madame Sarfati? Pour moi, oui, c'est lui. Madame Sarfati? C'est la référence quand même. Regretté. Eli Kakou. Tiens, Corinne Tapiro, vous, ce serait qui, votre humoriste? Moi, ce serait Coluche. Coluche. Philippe Bouriaki, les Inconnus. On avait parlé aussi des Inconnus. Jean-Luc Benamias? Bourvil. Bourvil, écoutez, voilà, il y en a pour tous les goûts. En quoi elle est différente, la nouvelle génération d'humoristes? Ce sera ma dernière question, Mehdi Sersoub. En quoi elle est différente? On n'est pas dans les mêmes époques, donc forcément on ne vit pas les mêmes choses, avec notamment la technologie qui est assez évoluée, les modes de rencontre entre chaque personne. Donc ce qui va être surtout ce qui va être différent, c'est le mode de rapport aux autres, parce que finalement les problèmes politiques et les problèmes sociétaux, ils restent toujours les mêmes. Toujours les mêmes, c'est-à-dire? Toujours très problématiques. Oui. Toujours. Ça dépend du point de vue. Mais on trouve toujours des choses à redire, en tout cas très drôles, avec ces scènes de peur. Il y a des choses qui n'évoluent pas, et ça c'est drôle quand même. Et c'est vrai qu'on s'est toujours engueulé en France, notamment quand on parle politique. C'est pour ça qu'il vaut mieux savoir en rire de temps en temps. On le fait avec plaisir. Avec vous ce soir, Mehdi Sersoub. Donc le spectacle c'est à partir de 20h pour les Toulousains, je le rappelle, au 156 bis avenue de Lavore. On est d'accord? Voilà, c'est exactement ça. C'est tous les lundis jusqu'à fin août. Après, on reprendra un lundi par mois. Et on a aussi également de la comédie, des pièces qu'on remonte nous également. C'est du café-théâtre. On est là pour s'amuser et rigoler. Et ben voilà, le Summer Comedy Club du côté de la Comédie de la Roseraie à Toulouse. C'est lundi, c'est comédie. On verra demain si c'est ravioli. Quoi qu'il en soit, merci à vous, Mehdi Sersoub. Merci à toutes nos vraies voix. Merci. On va se quitter. Ce soir, c'était la première du mois d'août, l'une des premières en tout cas du mois d'août avec vous. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement du côté de Paris et fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école. Merci à vous. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France d'écologie au centre. Et merci à Jean-Luc Benamias qui était en duplex depuis le Sud-Est, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme. La suite de votre soirée sur Sud Radio, c'est cet hommage à Hélène Carrère-Dancos qui nous a quittés ce week-end. Jacques Pessis l'avait reçu, lui rendra hommage à partir de 20h. Mais avant ça, ce nouveau rendez-vous qu'on a eu le plaisir d'inaugurer aujourd'hui sur Sud Radio, les routes de l'été avec Gérard Klein. On vous fait découvrir une région magnifique, c'est la Haute-Loire. Tout de suite, juste après les infos, direction Brioude. Bonne soirée à vous.